Très heureux de vous accueillir au Conseil départemental avec mon collègue Patrick Lambert pour cette réunion de travail consacrée à la cybersécurité. La réunion de travail qui a germé dans la tête de mon voisin de droite, Patrick, qui, lors d'une réunion du syndicat numérique, a dit serait judicieux d'organiser une réunion de sensibilisation sur la thématique de la cybersécurité. Et je disais, en aparté, en prenant le café il y a un instant au colonel, il y a deux sujets sur lesquels les collectivités locales sont en retard par rapport au secteur des entreprises. Il y a l'intelligence artificielle et il y a la cybersécurité. Donc, on va essayer ce matin d'aborder entre nous cette thématique sur laquelle vous aurez l'occasion de débattre autour de tables rondes qui seront animées par Patrick Lambert, vice-président numérique du département, qui est également, bien évidemment, au syndicat numérique, tout comme Patrick Lambert, que je salue, qui est également vice-président du syndicat numérique, syndicat qui est dirigé par Michel Badreau, qui est ici. Michel, tout le monde verra qui il faut rencontrer pour développer les usages à l'échelle départementale. Voilà, donc au-delà de cette remarque, je tiens à saluer les différents intervenants. On va faire un petit tour de table de présentation. Elle est sans formalité particulière, je commence par vous, puisque vous êtes le plus proche de moi. Je vous laisse les uns les autres, au-delà de votre nom, indiquer ce que vous faites sur la thématique de la cybersécurité de manière synthétique. Et puis ensuite, on enchaînera. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Antoine Bonifacio, je suis responsable cyber chez ISI et je m'occupe notamment de faire des réponses à incidents sur des entreprises ou des collectivités qui ont été touchées par des rançongiciels. Moi je suis Olivier Langrou, je suis le commandant du groupement Jean-Marie Lessonne et moi je m'occupe de récupérer vos plaintes, mais aussi d'avoir un effort de prévention par rapport à ce phénomène cyber qui est en augmentation à 2 chiffres. Bonjour à tous, moi je suis Baptiste Olivon, je suis DSI collectivité territoriale depuis 18 ans et actuellement à la communauté de communes du Val-d'Essonne, voilà, avec le président Patrick Lambert. Bonjour à tous, Olivier Tailleron, je suis dirigeant de la société Shedline et nous on intervient dans la notion de résilience face au risque cyber. Patrick. Oui, juste quelques mots. Merci Michel pour cet accueil. Je salue à mon tour les différents intervenants qui ont bien travaillé depuis plusieurs semaines pour essayer de vous faire la présentation la plus synthétique possible et pouvoir répondre à vos questions. Donc, le digital a révolutionné la vie économique, la vie aussi de nos collectivités. Ça fait partie de notre quotidien. Ça présente un certain nombre d'avantages en termes de gestion des données, de stockage des données. Ça a aussi des obligations réglementaires sur la stratégie numérique responsable. On en parlait avec Baptiste au niveau de nos intercommunalités. Ça présente aussi un certain nombre de faiblesses, puisque nos données peuvent être intéressantes à utiliser en interne, mais peuvent être aussi très alléchantes par des gens qui sont moins vigilants que les gestionnaires initiaux de ces données. Et il y a un certain nombre de risques. Un certain nombre de risques par rapport à la confidentialité de ces données. Il y a eu un certain nombre de normes qui ont été créées, la gestion des RGPD, mais ça présente aussi des risques de captation, de vol et d'utilisation frauduleuse de ces données. Un certain nombre de grandes sociétés en ont été les victimes, mais pas que. Il y a aussi un certain nombre de collectivités très proches de nous. Le conseil départemental des Hauts-de-Seine qui a été attaqué cet été, ça a posé un problème de blocage de paiement des indemnités liées aux bénéficiaires du RSA. On a eu l'hôpital sud-francilien, juste à côté d'ici, à Ivry-Corbeil, qui a été attaqué, la commune de Brunoy, qui a été rackettée de plusieurs millions de dollars. Heureusement, ils n'ont pas pu payer. Néanmoins, pendant quelques jours, quelques heures, les données n'étaient plus utilisables et accessibles. Et bien entendu, malheureusement, beaucoup d'entre nous n'ont pas les bons réflexes, n'ont pas les bonnes formations. Et si on se fait cyberattaquer un vendredi soir, sans astreinte, sans élu, que faire? Donc le colonel Langou va nous livrer un petit peu son expérience, les bonnes pratiques à utiliser. Et c'est vrai que ça concerne le quotidien. Il n'y a pas que les grandes collectivités. Ça peut être une petite collectivité qui a d'autres qualités, mais qui gère aussi des données bancaires pour le paiement des factures de cantine. Ça peut concerner une communauté de communes qui gère la compétence transport. Et bien entendu, les parents d'élèves
nous livrent leurs données bancaires. Donc ce quotidien peut arriver beaucoup plus vite que prévu, malheureusement, et il y a des experts qui sont là pour nous éclairer, il y a des experts qui sont là pour nous conseiller. Et bien entendu, l'idée de cette première réunion, c'est que vous puissiez repartir avec un certain nombre de bonnes pratiques et surtout faire savoir qu'il y a un risque au quotidien qui peut être très difficile à gérer et que ça fait partie des réflexes à avoir dorénavant, que ce soit en tant qu'acteur économique ou en tant que gestionnaire de collectivité. En tout cas, merci de votre participation. Je sais qu'on a d'autres collègues qui sont connectés en visio et l'idée c'est qu'on puisse se revoir ultérieurement pour continuer nos travaux. Merci de votre attention et bien entendu j'interviendrai après chaque séquence des intervenants. L'idée c'est que vous puissiez aussi poser vos questions à chaque fin d'étape pour que ça soit vraiment une matinée riche en diffusion d'informations mais aussi en questions de votre part. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction et je vous remercie de votre attention. Voilà, ben, il me reste à vous souhaiter une bonne matinée de travail, puisque je ne vais pas pouvoir rester avec vous, j'ai une réunion avec le président du conseil départemental, mais je ne doute pas que les échanges seront fructueux pour que chacun en tire les enseignements au regard du contexte dans lequel il intervient sur sa commune ou sur son intercommunalité. Voilà, bonne réunion, puis merci Patrick d'assurer le lien, la suite, comme tu dis, de cette matinée. Bonne journée. Merci Michel. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on puisse rentrer dans la première séquence de la matinée qui concerne justement le contexte général de la cyberprotection par rapport à la gestion des données des différents outils. Il y aura une intervention successive des différents intervenants. C'est le représentant de Shadline qui va commencer. Par la suite, c'est le colonel Langou et enfin Baptiste Olivon qui conclura cette première séquence. Et bien entendu, vous pourrez intervenir à l'issue de cette première séquence. Ça vous convient? On est bon? C'est parfait, merci. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça va être mieux là. Ouais, merci, monsieur Humbert. Peut-être juste pour introduire cette séquence et sur proposition du colonel Langou, une petite vidéo qui est tout droit issue d'ailleurs d'un montage dédié au salon de Metz. 15 jours que la mairie du mois est attaquée, impossible d'accéder à sa maison. On peut en voir ce qui se passait avec l'informaticien et détecter des problèmes au niveau du système informatique. On a découvert un écran fixe. Bon, c'est en anglais, donc c'est des demandes de rançon. Mauvaise surprise pour la mairie de Saint-Afrique et la communauté de communes Saint-Africains. Un écran figé avec un seul message, la connexion a échoué. Voilà le quotidien des employés de mairie depuis mardi dernier. Les services informatiques de Chalon et de son agglomération ont été victimes d'une cyberattaque. Ce piratage informatique intervient une semaine après celui dirigé contre l'hôpital de Villefranche-sur-Saône. Pour l'instant, aucune rançon n'a été réclamée. Plus de détails à retrouver sur notre site internet. Je n'aurais pas cru. On s'est amené potentiellement à vérifier la fax du voisin. Je me moquais souvent de ma collègue parce que je me disais tu n'as plus besoin de ce poste postal en internet. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on est vraiment dépendant de l'informatique. Bon, je reprends les mots donc, de vos propos introductifs. En fait, on est tous très dépendants aujourd'hui du numérique. Alors, dans nos vies privées, ça c'est une évidence, mais également dans nos vies professionnelles. Et nos services publics, donc ceux-là même qui globalement délivrent le service aux usagers, aux administrés, est très dépendant du numérique. En fait, nos applications métiers, nos métiers travaillent au quotidien avec un accès à des moyens de communication, avec un accès à des données, avec un accès à des applications métiers qui sont parfois hébergés chez nous, sur notre système d'information, mais qui sont aussi parfois finalement le fruit de fournisseurs, de partenaires qui nous livrent, notre capacité à opérer nos services RH, à opérer notre intercommunal, à opérer nos services d'action sociale. Et cette dépendance, elle peut être critique. Et en fait, j'introduis la notion de risque cyber. Le risque cyber, il est multiple aujourd'hui.
il y a à la fois la notion d'indisponibilité. Est-ce que mon système d'information est disponible, celui-là même que j'opère moi-même? Est-ce que le système d'information de mon partenaire avec lequel j'opère le service public est disponible? Est-ce que le système d'information de celui qui me fournit mon application métier est disponible? Et quand je parle d'indisponibilité, ça peut être une panne, mais ça peut être aussi une attaque. Et en fait, on voyait là, le petit reportage que de nombreuses attaques, et on en entend tous parler autour de nous, de plus en plus opportunistes interviennent. Donc, l'ensemble de ces phénomènes constitue le risque cyber. Et je vais en rajouter un. Alors, il y en a un qui me dépasse complètement, mais c'est le contexte géopolitique qu'on a autour de nous. On parle de plus en plus de confiance numérique. Alors, ça veut dire quoi, la souveraineté numérique ou la confiance numérique? C'est est-ce que j'ai la capacité à durablement faire confiance à un acteur qui serait peut-être pas européen, peut-être pas français, à qui j'irais confier mes données, à qui j'irais confier la capacité à traiter mon système d'information ou à me permettre de délivrer un service. Et donc, l'ensemble de ces risques, de ces phénomènes, la probabilité finalement avec lesquels interviennent de plus en plus souvent les phénomènes d'indisponibilité et les impacts que ça a sur nos services publics constitue pour moi ce qu'on peut qualifier d'être le risque cyber. Donc le risque cyber, c'est l'indisponibilité qui va vous contraindre. Et en fait, quand on parle de contraindre, c'est quoi? Alors, on en parlait, hein, j'ai plus accès à mes moyens de communication. Une panne, une cyberattaque, on coupe tout. On n'a plus accès à ses mails. Je n'ai plus accès à ma capacité à me connecter avec l'extérieur, mais également avec l'intérieur. Je n'ai plus accès, finalement, à ma capacité à accéder à mes données métiers. Donc mes agents, tous très engagés, n'ont plus la capacité à délivrer le service. Et ça ne dure pas 2 heures. Ça ne dure pas 2 jours. Et ce n'est pas parce que j'ai des moyens de sauvegarde, que j'ai investi dans des backups, que je suis en capacité de redémarrer tout de suite. Non, ça peut durer des semaines. Et il y a des exemples encore très récents, Monsieur Imbert en citait, de paralysie complète de services qui sont associés à des crises cyber. Donc, vous parlez de contexte réglementaire, peut-être on peut en rajouter un. Alors, il est encore sur le métier à l'Assemblée, mais on parle de NIS 2. NIS 2, finalement, c'est ça. C'est le constat d'un risque de plus en plus important. Et je dis bien le risque, c'est la probabilité d'une part et l'impact d'autre part, de plus en plus important. Qu'est-ce qu'on fait pour s'en prémunir? Donc, ça tombe bien, c'est la thématique de notre table ronde aujourd'hui. Et NIS 2 a beau être encore sur le métier, il y a des initiatives qui sont très intéressantes. Et je dis pas ça parce qu'ils sont bretons, mais il y a le pôle d'excellence cyber qui a publié un guide très pratico-pratique d'intégration du risque cyber dans les plans communaux de sauvegarde. Et c'est un très bon vecteur pour intégrer ce risque de manière très opérationnelle dans vos outils de travail du quotidien. Donc voilà, je laisse la main à Olivier, peut-être pour des chiffres et des éléments. Des chiffres, moi je suis là pour vous faire peur. Bon, c'est un peu le film que vous avez vu finalement, hein, mais c'est important parce que de la même façon qu'une victime de cambriolage va appeler Vérissure, pardon, pas de nom à la radio, mais finalement c'est bien de se prémunir avant. Et aujourd'hui on est en changement de modèle, hein, et on constate beaucoup plus d'attaques sur le virtuel que sur le réel. Hein. On a vraiment un changement de paradigme par rapport à la délinquance. La gendarmerie, elle avait 300 techniciens nouvelles technologies, elle veut passer à 3000, c'est x10. Hein, pour vous donner ce chiffre-là, et comme je vous disais tout à l'heure, sur le chiffre des infractions dans le cyberespace, j'ai regardé mes stats ce matin, alors c'est que l'Essonne, hein, sachant que le monde est, là, on parle du monde aujourd'hui, l'Essonne, moi je suis à plus 23,5%, et j'avais pareil l'année dernière. Donc ça veut dire aujourd'hui on voit un changement de modèle, et ce qu'on expose sur le virtuel devient plus sensible que ce qu'on se cache dans le réel, et je suis sûr que dans les collectivités territoriales dont vous faites dépendre, vous fermez les portes le soir. Juste pour vous donner quelques exemples, le 18 septembre là, de cette année, il y a l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui a réalisé un grand exercice qui s'appelle Rempart 25, il y a 5000 participants, 1 000 organisations, des entreprises, des collectivités, qui avait pour but de se préparer à une cybercrise majeure. Ça veut dire qu'on commence à y penser. Vous avez vu dernièrement d'ailleurs, des fois il y a des grands organismes sur lesquels passe Internet qui tombent en panne, etc. Donc il y a tout ça qui se prépare. Et je reprends les mots de Vincent Strobel, qui est le directeur de cette agence, qui disait: c'est anticiper le jour où le ciel nous tombera sur la tête en préparant les futures victimes. Et surtout, il dit, on voit la différence entre ceux qui seront préparés et les autres. Cette préparation à la gestion de crise fait la différence entre un incident et une catastrophe. Hein, et c'est un peu ça, moi, pour là que je suis là, c'est pour dire de préparer l'incident plus que de réparer la catastrophe. Juste en quelques stats, en 2024, l'ANSSI a constaté 2018 incidents cyber affectant les collectivités territoriales. Alors vous dites 35 000 communes, 11 000 PCI, c'est pas énorme, 218. Ça représente en fait 14% de l'ensemble des incidents constatés par l'ANSSI et qui lui sont rapportés. C'est-à-dire le gâteau de la collectivité rurale, c'est à peu près 15%.
Et ce phénomène passe sans... Ça veut dire que les collectivités ne sont pas du tout à l'abri de la menace virtuelle. C'est 15% des attaques, c'est sur les collectivités territoriales. Et c'est celles qui sont le moins protégées souvent par rapport à d'autres entreprises, etc., selon la taille des communes. Juste pour donner 2-3 autres chiffres, les escroqueries, on constate aujourd'hui que les dépôts de plaintes déposés par les collectivités territoriales, aujourd'hui c'est 60%, c'est des escroqueries, dont ce qui se passe sur le cyberespace, contre 59% en 2024. C'est-à-dire que ce phénomène ne fait que augmenter. Et pour continuer à vous faire peur même, parce que j'aime bien ça, dans les types d'attaques, mais qui étaient mentionnés tout à l'heure, c'est surtout les attaques à but lucratif qui sont les plus dangereuses. C'est la principale menace cyber qui est vue par l'ANSSI et par nous, notamment les rançongiciels, qui ont affecté le centre hospitalier, etc. Saint-Afrique, la ville que vous avez vue, qui est dans le Doubs, mais comme je dis, on peut se dire c'est loin, mais non c'est pas loin. Enfin, virtuellement, ils sont à côté de nous, Saint-Afrique. C'est une commune de l'Essonne. Ils avaient une rançon de 560 000 € à payer, qu'ils n'ont pas payé. Ils ont reçu par chance, ils ont été pendant 3 semaines, ils ont été en mode dégradé. Par chance, ils ont récupéré à peu près 2/3 des données qui avaient été chiffrées et sur lesquelles ils devaient payer une rançon. Par chance. Ils ont mis 3 semaines à s'en remettre. Et comme vous avez vu, ils ont travaillé au stylo, au papier. Ça veut dire les conséquences derrière, mais qu'on verra un peu plus tout à l'heure. Ça veut dire l'état civil, tout ce qui a à reporter, déclaration, tout ça c'était bloqué. Les payes, tout ça c'était bloqué. Et aujourd'hui, le risque sur la collectivité, c'est pas que votre collectivité, comme l'évoquait Patrick Imbert. Dans les Hauts-de-Seine, il y a eu cette attaque sur l'Interco récemment. Et en fait, c'est un système de SI, système d'information, qui était partagé entre plusieurs communes. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous partagez le système, ceux-là sont sensibles, et c'est aussi ceux-là que vous allez retrouver qui vont se faire attaquer, sur lesquels vous dépendez. Et je vous rappelle, le RGPD, ça vous impose des contraintes en termes de sécurité de vos données, mais aussi des contraintes que vous imposez à vos prestataires. Juste sur les 25 incidents critiques qui ont eu lieu en 2024, il y en a 21 qui ont eu des conséquences importantes sur le fonctionnement des collectivités et 12 où il y a eu une exfiltration des données avec une réutilisation possible de ces données. Ça, je l'évoquerai tout à l'heure, mais nous, le vol de données dans les collectivités, c'est fondamental. Moi, je constate de plus en plus, on en parlait tout à l'heure, d'arnaques aux personnes âgées. Vous savez quelqu'un de la banque qui appelle pour dire, tiens, il y a un problème sur votre compte, on va vous faire des virements, etc. Moi, toutes les semaines, j'ai 3 ou 4 attaques de personnes qui ont souvent plus de 80 ans et qui en volent 3 000, 4 000, 5 000 €, ça allait jusqu'à 55 000, avec des gens qui viennent récupérer les cartes bleues chez eux. Et en fait, c'est du phishing, c'est-à-dire on récupère les données chez eux, et tout ce qu'on peut voler de données qui permettent de préciser la cible, c'est l'idéal. Comme on dit, aujourd'hui, le cambriolage, c'est des gens qui repèrent en allant le regarder des fois chez vous. Dans le virtuel, ils ont un grand filet, dans lequel ils essaient de récupérer un maximum. Et plus ils ont de données qui permettent de resserrer le filet, de pêcher le maximum de poissons, mieux c'est. Et le vol de données, c'est ça le risque. Donc on parlait de Brunois qui était touché en 2022, du centre hospitalier en 2022. Il y a eu un plan blanc numérique derrière l'attaque du CHFS. Pour intro, cette année, l'hôpital privé de la Loire s'est fait attaquer ses données avec les données de 126 000 patients qui ont été dérobés. Voilà. Et juste un petit mot, il y a eu cette année, le 31 août, une attaque contre le groupe Jaguar Land Rover en Angleterre, on dit que c'est loin. Ça a été évalué que l'économie britannique s'est contractée de 0,1% par cette cyberattaque. C'est 0,1%, on se dit c'est pas grand-chose, quand on parle aujourd'hui du budget, 0,1% c'est important. Et voilà. Et puis les autres attaques, donc c'est les attaques à but de déstabilisation, comme on dit, les activistes, avec activistes, HA, CK. Et c'est les attaques qu'on constate le plus. 94% des attaques contactées, c'est des attaques comme ça d'activistes, avec des attaques comme on appelle par des nids de services distribués, des attaques DDoS. Bon, je suis désolé, on parlait pas technique, mais je vais balancer un mot. C'est finalement, on prend vos sites internet et on envoie un maximum de requêtes sur les sites internet, ce qui font qu'ils peuvent plus être efficients. Donc on évite, et parfois aussi on les attaque pour changer certains mots dans les sites internet. Voilà, c'est ce qu'on constate, il y a à peu près 95% des attaques là-dessus. Et c'est de plus en plus utilisé. C'est de plus en plus un risque sur les collectivités territoriales parce que c'est les moins protégés. Et donc tout ce que vous exposez sur Internet, les services que vous offrez à vos administrés, etc., c'est de plus en plus une attaque. On l'a vu évidemment dans les phénomènes politiques récents. Le soutien de la France à l'Ukraine a fait que ces attaques ont augmenté. Ce qui peut se passer au Moyen-Orient, ça a augmenté, etc. Donc c'est des choses qu'on constate. Voilà. Je vous ai fait et c'est la piste privilégiée des cybercriminels. Les cybercriminels ont revendiqué des attaques sur les collectivités territoriales. 61% des revendications en 2025 concernaient les collectivités territoriales, contre 35% en 2024. Je vous ai fait assez peur, donc c'est bien.
Merci beaucoup à vous, et ce n'est que le début, donc on s'attend à bien pire. Je vais compléter vos propos et vous dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on ouvre la presse, on tombe obligatoirement sur des faits, des méfaits liés à la cyberdélinquance. L'un des leaders mondiaux de fabrication de produits de vente de bière au niveau international, c'est Asahi. Asahi n'a pas pu présenter en fin de semaine dernière ses comptes, ce qui a été une catastrophe sur le plan boursier. Ça peut faire chuter toute une économie d'un pays. Donc c'est aussi une tentative de déstabilisation. Je ne sais pas si vous avez lu le Figaro ce week-end. Ils ont fait tout un article justement sur les nouvelles fraudes au phishing, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à dérober un certain nombre de données liées au télépéage. Il vous envoie un mail avec l'immatriculation de votre voiture, la référence de votre voiture, et il vous dit, bah, c'est très simple, vous avez omis de payer les 6,80 € sur l'autoroute A13 que vous avez utilisée la semaine dernière. Gentiment, puisque vous êtes bien élevé et très docile, vous allez payer ces 6,80 €, néanmoins vous allez donner vos références bancaires. Et c'est là que la deuxième fraude peut suivre. La Fédération française de tir a été cyberattaquée il y a quelque temps, et donc aujourd'hui, les délinquants ont toute la liste des armes, des sportifs qui utilisent justement des licences de tir. Et vont vous pouvoir contacter ou aller dérober ces armes qui représentent aussi un vrai danger. Donc le cyber-risque représente le quotidien du monde et de l'environnement français. Donc il est vraiment important qu'on puisse aussi se former aux bonnes pratiques, qu'on puisse aussi être très sensibilisé aux formations et à la nouvelle réglementation, puisque rappelez-vous, il y a quelques années, on n'avait pas de risque d'inondation. Par la suite, on a constaté qu'il y avait eu des dérives, on a créé des PPRI, plans de prévention des risques d'inondation. Là, demain, on sera peut-être amené à avoir un plan prévisionnel des risques informatiques ou de la délinquance sur Internet. Donc, il est vraiment fondamental que nous, en tant que collectivité, on puisse être informés, sensibilisés et avoir des référents, qu'ils soient administratifs pour gérer le quotidien de nos données, mais même les élus qui doivent être d'astreinte et pouvoir intervenir dans l'hypothèse où un agent d'astreinte n'est pas en capacité d'intervenir. Voilà ce que je voulais vous dire. En conclusion de cette... Non, pas en conclusion, puisque Baptiste doit intervenir aussi pour nous livrer une expérience vécue. Il est particulièrement important d'avoir conscience que le risque cyber est une évidence. Il ne faut pas se poser la question s'il va y avoir une cyberattaque. La vraie question est de savoir quand va-t-elle arriver et que faudra-t-il faire pour avoir justement les bons réflexes et limiter les conséquences importantes pour nos collectivités. Baptiste, si tu veux prendre la suite. Oui, tout à fait. Du coup, je vais peut-être, taquiner un peu les DSI qui sont en ligne ou dans la salle. Mais malheureusement, la gestion d'une crise cyber ne se résume pas à la technique. Donc je ne vais pas vous parler de boîtier UTM, de solutions NDR, XDR, tout ça, tout ce qu'on connaît dans le quotidien, ce n'est pas le sujet du jour. Le DSI doit vraiment apporter sa valeur ajoutée à sa collectivité, notamment pour la faire monter en compétences dans deux enjeux primordiaux. C'est l'organisation et la gouvernance. Tout simplement pour anticiper une crise, la collectivité se doit justement de s'armer et de se structurer dans ce sens. Elle doit, proposer, enfin du moins déterminer des rôles, des responsabilités pour chaque direction, chaque métier, chaque service et puis chaque agent qui notamment participe à la gestion de crise, qui fait quoi au moment où ça arrive, c'est vraiment déterminant. Doit aussi déterminer, définir un cadre de pilotage partagé, notamment quand on prend des solutions techniques, des solutions métiers, il faut que cette solution-là soit en phase avec la technique et la réglementation. Ça, c'est vraiment très important et c'est souvent passé rapidement, on va dire, dans la détermination d'une solution technique. Elle doit aussi se structurer au niveau des processus, ça c'est vraiment important, avoir une photographie des processus métiers. Ça, je voudrais m'attarder là-dessus parce que c'est vraiment important et on le pratique, on va dire, quand on monte notamment un portail famille ou quoi, on fait cet exercice-là, mais on le fait dans le but uniquement d'une solution, c'est-à-dire
de proposer un nouveau service aux habitants. Et en fait, ce qu'il faut, dans ce cadre-là, et notamment le DSI, doit pousser cette partie-là, c'est de se dire, on profite d'un tel projet pour dire, voilà, ça va nous servir aussi en cas d'attaque cyber, de dire, voilà, on a tel processus au niveau de notre collectivité, lesquels sont à prioriser en cas d'attaque, lesquels on doit pouvoir remonter rapidement parce qu'ils sont essentiels à la collectivité. Donc ça, c'est vraiment, j'insiste là-dessus, parce que c'est souvent oublié, et c'est vraiment un enjeu pour les collectivités. Vraiment, le but, c'est d'anticiper plutôt que de réagir au moment de la crise. Ça, c'est les premiers enjeux. Il y a aussi deux choses aussi qui sont importantes, c'est l'investissement sur le long terme. L'investissement, donc, d'une part technologique, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est toutes les solutions techniques que l'on peut avoir pour se défendre au niveau de la sécurité, mais aussi pour gérer une crise quand elle arrive. C'est deux choses, c'est deux thématiques bien différentes sur lesquelles il ne faut pas penser à long terme. Ça, c'est le premier investissement. Et le deuxième investissement qui est important, c'est l'investissement sur le côté humain. Le côté humain, voilà, on va en reparler tout à l'heure, mais la collectivité doit former ses collaborateurs justement pour anticiper, pour préparer à une crise possible au niveau de la collectivité. Donc ça, vraiment, c'est important, et c'est comme ça que ça permettra d'avoir on va dire, une collectivité résiliente s'il y a une crise un jour. Parce que, comme l'a dit Monsieur le Président, Monsieur Imbert, la crise, elle arrivera, quoi qu'il en soit, elle arrivera. Donc il faut anticiper, il faut se préparer, et il faut être le résilient le plus possible, que ce soit technologiquement ou humainement. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette partie. Merci Baptiste. Olivier, vous voulez intervenir et compléter, et par la suite, si vous le souhaitez, vous pourrez poser des questions ou compléter nos interventions sur le cyber-environnement. Ouais, juste une réflexion, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de crise avec des faits avérés de vol de données, qui d'ailleurs peuvent derrière alimenter des actions de phishing, qui derrière vont peut-être alimenter la capacité à aller déposer un crypto-locker, enfin globalement à séquestrer votre capacité, votre système d'information. Donc souvent tout est lié, et puis il y a souvent des rebonds dans les crises. Mais en fait, il n'y a pas que du noir, il y a aussi des nuances de gris. Et en fait, ces nuances de gris, elles vont aussi vous faire rentrer en mode crise. Donc on parlait de résilience, c'est-à-dire que la capacité d'une collectivité à dire « Ok, maintenant on arrête, on coupe tout, on est en crise », c'est pas forcément parce que l'écran il est noir et figé comme on voyait sur la vidéo tout à l'heure. C'est peut-être simplement parce que votre prestataire informatique préféré ou votre DSI préféré vous fait état d'un trafic anormal. Vous ne savez pas exactement quoi. Vous ne savez pas encore ce que c'est. Mais c'est probablement une cyberattaque. C'est un truc qui fait peur. Et là, on va tout couper. Et là, on est à nouveau dans le brouillard. Donc en fait, la crise, on ne va pas la décider uniquement après avoir constaté un flagrant délit. Il y a peut-être juste un peu de fumée. Et cette fumée, elle fait peur. Donc ça, c'est important. Et je voulais aussi préciser, parce que je pense que je n'ai pas été clair tout à l'heure, on a beaucoup de fournisseurs de logiciels. Et ce n'est pas un gage de résilience. Ils ne sont pas infaillibles non plus. Voilà. Donc, bien identifier ces risques, c'est important. Et je vous laisse poursuivre. Merci beaucoup, Olivier. Sur cette première séquence, l'environnement et les premiers retours d'expérience des intervenants, est-ce que vous avez des questions, des interventions? N'hésitez pas à le faire maintenant, parce que le but de cette matinée, c'est vraiment d'avoir des interactions à chaque fin de séquence. Oui, allez-y. Je vais apporter une remarque. On pense toujours que l'attaque vient de loin, par le réseau, etc. Et je crains qu'elle soit hybride, et que aussi bien à l'intérieur, avec des montées en force des forces noires ou méchantes, on appelle ça comme on veut, de la drogue et autres, il peut y avoir également des intimidations de personnel pour ouvrir des portes qui sont réputées être fermées à l'extérieur, mais ça peut venir de l'intérieur, ouvrir des portes à des extérieurs par des personnels qui pourraient être menacés. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que dans tous les systèmes de guerre qu'on a par le passé, il y a toujours les pourritures qui ont profité d'un système d'attaque sur lequel on s'appuie pour pouvoir pénétrer. Et ce n'est pas un hasard. J'ai été responsable d'informatique il y a très longtemps. À l'époque, 80% de l'attaque venait de l'intérieur. On le voit notamment dans le milieu d'entreprise aussi, pas mal. On fait beaucoup de conseils aux entreprises.
Alors quand elles ont des secrets, quand elles ont des nouveaux brevets, des choses comme ça, on parle d'intelligence économique. Et on a aussi de la prévention vis-à-vis des stagiaires, vis-à-vis plein de choses comme ça. Et même des fois, ça vient de l'intérieur, mais à l'insu de la personne. Hein. Distribuer des clés USB gratuites demain dans votre collectivité, tout le monde va les brancher tout de suite sur le PC, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, donc ça. On prend l'exemple des Russes, ils peuvent s'appuyer sur des tâches autres un peu barbares qu'on peut avoir pour interner des gens et leur faire peur, faire du mal. Et dans ce cas-là, les gens, c'est pas ma donnée, je la livre, sinon j'y passe. Mais je pense que c'est un des points les plus critiques qu'on peut avoir, c'est l'intégrité physique des gens qui peut ouvrir des portes à des... Mais je pense que la cybercriminalité a complètement évolué. Avant, on avait, on va dire, la vision caricaturale de James Bond avec des docteurs en informatique au fin fond de l'Alaska dans des laboratoires secrets. Aujourd'hui, ça peut être dans un quartier où des bandes organisées ont des connaissances techniques qui font que, en réfléchissant néfastement, on peut aussi avoir l'envie de créer de nouvelles fraudes. Donc je pense que la cybercriminalité a complètement changé de visage et peut concerner notre voisinage proche. En tout cas, c'est plus les experts des forces de sûreté qui peuvent apporter les éléments de réponse à ce niveau-là. Vous seriez très très déçus si on présentait ce qu'on a attrapé dans ces affaires-là. Parfois on dit qu'il y a des richesses. Non, parfois non. Hein. C'est des gens qui arnaquent, hein, qui font du phishing, qui arnaquent des personnes souvent âgées, sur le banquier, tout ça. Et on est sur des gens qui n'ont pas forcément de Porsche ou machin, mais qui dépensent en basket, etc. Et qui sont capables de monter rapidement des arnaques virtuelles. Et ça va augmenter. Hein, parce que moi j'ai fleuri mes registres sur mon territoire, vous savez les cours de promenade, c'est toujours des endroits où on discute. Et ça va augmenter, c'est-à-dire l'expérience des gens qui utilisent le virtuel pour va augmenter naturellement. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. C'est plus facile. Aujourd'hui, je reprends ce que vous disiez, aujourd'hui on voit les évasions de prison, etc. Finalement le risque diminue. C'est plus simple d'aller modifier le fichier qui dit qu'au lieu d'être libéré en 2048, je vais être libéré en 2025. Hein, suffit on a vu ça en Essonne, hein, suffit de corrompre un greffier, suffit de s'introduire sur le système informatique de la justice. Bon, c'est quand même compliqué, mais c'est plus facile par l'humain. Donc voilà, finalement le virtuel est plus facile. C'est beaucoup plus facile. Et on voit des profils, oui, où on est très déçu. Hein, pour ceux qui regardent un peu la télé, on dit ouais, on va avoir un mec, il comprend tout. Non, pas du tout. Hein. Pas du tout. Hein. C'est le même qui fait le cambriolage et qui ouvre avec un pied de biche la porte. Et on a le même dans le virtuel. Voilà, avec et voilà. Compléter ce que je voulais dire, c'est que la problématique humaine est importante. Et on voit par exemple de la Terre du Louvre, le mot de passe du système était partagé par une multitude de gens, donc rien trop simple, parce que sinon on ne s'en rappelle plus. Donc il faut personnaliser et individualiser, parce que ça, dévastons c'est commun, c'est à personne, et la porte est ouverte. Si je peux rajouter justement là-dessus sur le côté humain, c'est pour ça que je disais que la gestion d'une crise n'est pas que technique, beaucoup humain, et notamment au niveau des ressources humaines. Parce que comme vous le dites, quand une personne ouvre un mauvais fichier, un mauvais mail, et que du coup elle contamine toute la collectivité, c'est une personne à prendre en charge, parce que forcément elle ne l'a pas fait forcément exprès, elle ne pensait pas aux conséquences que ça pouvait avoir. Donc il y a vraiment un volet humain et ressources humaines à prendre en compte. Et d'où justement vous insistez sur l'investissement à long terme, sur le côté humain, sensibilisation, apprentissage, toute cette partie-là. Moi, juste avant de commander l'Essonne, j'étais à la direction de la transformation numérique du ministère intérieur. Direction de la transformation du numérique. Et régulièrement, on avait notre direction de la sécurité envoyait des faux mails. Tiens, cliquez sur le mail, revalorisation de la prime de Noël, j'en sais rien, enfin, en ce moment c'est peut-être ça, cadeau gratuit, tout ce que vous voulez. Hein, à la direction de la transformation numérique. Je veux dire, il y avait 30% des gens qui cliquaient. Hein. Des gens qui étaient hyper sensibilisés. 30% des gens cliquaient. Mais souvent, dans leur esprit, je serais protégé par un système anti-truc, anti-machin. Mais c'est pas le cas, souvent. Alors, il n'y a pas forcément derrière un virus qui tombe et tout ça, mais derrière, on vous pose des questions, dans quel bureau travaillez-vous, etc., préciser. Enfin voilà, c'est des récoltes d'informations, de données, qui vont permettre des fois de faire une attaque à deuxième niveau. Hein, voilà. Et ça marche super. C'est impressionnant. Hein. Résultats des élections, la municipale arrive, envoyez un mail le lendemain, voulez-vous avoir les résultats d'élections dans votre commune précédente, vous allez voir. Et, voilà, la moitié des gens cliquent, quoi, sans difficulté, hein, quel que soit leur poste de travail. Je vais faire la comparaison un peu grossière avec la sécurité routière.
C'est pas parce que vous avez une voiture bien entretenue avec un airbag qu'obligatoirement vous n'aurez pas un accident dans le dernier kilomètre en revenant de chez vous parce que vous avez relâché votre attention. Vous pouvez avoir les meilleurs outils informatiques de protection. Si vous n'avez pas l'usage qui est adapté, bah malheureusement, vous créez une faille et à ce moment-là, au bon moment, au mauvais endroit, un délinquant peut arriver et créer justement une cyberattaque. Donc ça va nous permettre d'introduire justement la deuxième séquence, s'il n'y a pas d'autre intervention, sur les risques, les impacts et le retour d'expérience des forces de sécurité, des collectivités, et puis bien sûr, un témoignage d'un premier expert, c'est Pierre-Antoine qui commence, c'est ça? Ça marche. Bonjour, du coup, moi je vais... tout a déjà été plutôt dit, donc je vais essayer de l'illustrer par un retour d'expérience choisi. Ça commence du coup mardi où notre entreprise est appelée. L'objectif ici, c'est de vous présenter 3 notions importantes. Il y a la qualification, la chaîne de commandement, l'acceptation. Et donc on commence mardi avec un appel d'entreprise qui a été prévenu par son SOC. Donc c'est un SOC éditeur, hein, donc c'est un petit SOC, qui lui remonte une alerte de niveau mineur, donc qualifié en tant que mineur, parce que a priori il y aurait des mouvements un petit peu sur le réseau. Donc ils nous sollicitent pour faire une investigation. Donc on se lance sur l'investigation. Et donc leur première posture de défense, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, posture de défense, très bien. Alors nous ce qu'on prend comme image, c'est les DEFCON, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas parce qu'on est fan des Américains, c'est parce que j'aime beaucoup le film War Games, et du coup il y a ce niveau, donc DEFCON 4, on est en alerte légère, DEFCON 3, c'est un peu sérieux, DEFCON 2, on est vraiment sous attaque, DEFCON 1, on est en guerre. Voilà, ça vous donne un peu l'idée. Et donc, en fonction de où vous êtes dans les DEFCON, vous avez une posture défensive. Souvent, DEFCON 1, vous coupez tout, hein, parce que vous voulez vous isoler de tout pour éviter que l'attaquant s'amuse avec votre système d'information. Donc là, on est en DEFCON 4. Ils ont mis une alerte mineure. Bon, tout va bien. On commence du coup l'investigation. Premier jour d'investigation, en fait, on s'aperçoit que l'attaquant, il a déjà des comptes administrateurs sur tout le système d'information, et puis qu'il a commencé à exfiltrer des données. Et donc, on prépare une petite cellule de crise pour dire, ce week-end, si vous faites rien, vous êtes chiffré. Parce que dans la chaîne d'attaque, c'est exfiltration, repérage, et puis, repérage, exfiltration et chiffrement. Et donc, on passe de DEFCON 4 à DEFCON 1, puisque du coup, nous, on va requalifier l'incident, d'où l'importance de la qualification des services de supervision en P0, donc en critique. Et donc, on passe en DEFCON 1, et on arrive sur la deuxième notion qui est la chaîne de commandement. Et donc, on dit DEFCON 1, il faut couper. Parce que si vous ne coupez pas, l'attaquant il peut encore interagir avec vos systèmes d'information. Il a accès à tout. Soit il passe par le VPN, soit il a laissé des portes dérobées, donc il peut reprendre un peu l'accès. Et arrive du coup le problème, c'est que nous on discute souvent avec les équipes techniques qui disent ok, on va couper. Et dans la chaîne de commandement, qui prend cette décision? Et alors là, on a passé un jour à savoir qui allait valider la coupure du système d'information. Voilà. Parce que la chaîne de commandement n'avait pas été correctement établie. Et parce qu'on ne savait pas qui fait quoi. Qui a les accès sur le pare-feu, alors très bêtement, hein, mais parce que c'est un prestataire externe, du coup il faut appeler le prestataire externe pour lui expliquer ce qu'on veut faire. Qui prend la décision officielle, parce que du coup si on coupe tout Internet, aujourd'hui les services fonctionnent, si je coupe l'infrastructure, il n'y a plus rien qui marche. Qui prend la responsabilité de ça? Voilà. Donc ça, c'était la deuxième notion. Donc on réalise l'enquête, on finit par trouver la source du problème, et arrive donc nous on a un petit outil d'assainissement, donc on va éradiquer la menace. Pendant l'éradication de la menace, on nous pose toujours la question du ok, quand est-ce qu'on démarre? Et donc troisième notion, l'acceptation. Vous n'allez pas redémarrer tout de suite, clairement, ça ne va pas se refaire comme
comme vous disiez, pas en un jour, hein, ni en 2, ni en 3, ni en 4, faut prévoir plusieurs jours. Et je rebondis sur cette cartographie, cette anticipation. Si vous ne savez pas quel service vous allez redémarrer au début, et ben en fait, tout ce travail d'anticipation, vous allez devoir le faire en cellule de crise, dans un temps très court, avec une pression folle de redémarrage de services critiques. Voilà. Bon, ça s'est pas trop mal terminé parce que du coup, ils ont, 1, évité le chiffrement, 2, on a réussi à éradiquer les menaces, on a trouvé d'où ça venait, donc ils ont pu corriger toute la chaîne d'attaque, mais il y a quand même eu exfiltration, et du coup je rebondis sur ce qui a été dit effectivement, sur cette exfiltration, lors des communications, lorsqu'il y a exfiltration d'informations, oui, on pense souvent à, on va communiquer comme quoi, oui, effectivement, il y a des informations qui ont été, qui sont sorties de chez nous, mais ce qui est important aussi, c'est de sensibiliser les propriétaires de ces informations, parce que les propriétaires de ces informations, ce sont les futures victimes des phishing, des récupérations, du ciblage, etc. etc. Voilà. J'ai fait très court, mais... Comme on est dans les temps, n'hésitez pas aussi à, dans le cadre des retours d'expérience, à expliquer qui vous êtes, pour qui vous travaillez, quels ont été certains clients, sans non plus les dénoncer ou les nommer, mais qui ont pu justement subir des difficultés ou une réalité de cyberattaque. Oui, alors du coup, ça marche. Merci. Pierre-Antoine Bonifacio, donc, comme je vous disais, je suis le responsable de l'équipe cyber. Donc moi, je m'occupe des équipes de réponse à incidents. On a aussi des équipes de tests d'intrusion. On fait des très grosses entreprises, autant que des petites collectivités, de très grandes collectivités, mairies, des fois, juste, parfois. L'objectif pour nous, c'est surtout d'accompagner, parce que lorsqu'il y a un incident qui arrive et qu'on nous appelle, c'est souvent que on ne sait pas ce qui se passe, on est démuni, on n'a pas de plan, on n'a rien anticipé, et donc nous, on est là aussi pour prendre en charge. Et du coup, je vais rester ouvert à vos questions, notamment sur... parce que, encore une fois, tout a été dit très brillamment, par tout ce qui est préparation et anticipation est extrêmement importante. Et pour rejoindre du coup votre point, le point originel, là, ce dont je vous parlais, c'est un administrateur qui avait utilisé son poste personnel pour se connecter sur l'Azure de l'entreprise, et il avait installé des binaires. Dans ces binaires, il y avait ce qu'on appelle un stealer, donc un voleur, qui va récupérer des... Alors, credential, il faut que j'arrête de parler anglais, mais des comptes, donc des logins et mots de passe sur votre navigateur. Et en fait, il les a réutilisés pour pouvoir se connecter via le VPN. Pas de chance, l'utilisateur était administrateur, et donc il est rentré, il a créé des comptes, et là, c'était fini. Donc on est sur ce cas de une personne qui est finalement la taupe, mais à son insu. Voilà, ça reste... et ça arrive quand même assez souvent où on a un utilisateur qui a déclenché malgré lui finalement le point d'entrée pour l'attaquant. Voilà. Voilà. Ce qui me permet de rebondir et de dire que d'une part, les administratifs, les élus ont aussi une responsabilité, quoi qu'il arrive. Ils ont une obligation d'intervention préventive, que bien entendu le risque réel va aussi générer une réputation qu'on a à tenir par rapport à nos administrés, à nos contribuables qui nous ont fait confiance en nous confiant justement la gestion de ces données sensibles. Donc ce risque nous concerne au quotidien et on ne doit vraiment pas le prendre à la légère. C'est pour ça que je vais passer immédiatement la parole à Baptiste, qui va nous faire aussi des retours d'expérience de collectivités qui malheureusement ont dû subir ce type de risque. Oui, merci. Alors c'est pas forcément un retour d'expérience sur la collectivité, mais du moins les risques que peut avoir une collectivité en cas de crise cyber. Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand on parle de crise cyber, tout de suite, on pense à l'indisponibilité du réseau informatique, plus de mails, plus de fichiers, voilà le b.a.-ba, on va dire, de l'informatique. Or, en fait, ça, c'est que, on va dire, la partie de l'iceberg la plus visible. Mais derrière tout ça, en fait, il y a des services aux agents, des services à la population surtout. Et tout ça, en fait, c'est vraiment justement notre cœur de métier, de rendre du service. Et du coup, quand voilà, on se fait attaquer et que la cantine scolaire
du coup est attaqué, quand les transports en commun, enfin du moins la gestion des transports est attaquée, ou l'état civil, pour une commune, bah, ça peut être compliqué parce que derrière il y a des délais à respecter, notamment c'est vrai que souvent on se pose la question mais quel est le service à rétablir au plus vite pour une commune quand elle se fait attaquer. On pense jamais au niveau des décès, au niveau de l'état civil, que c'est l'un des services à rétablir au plus vite. Donc il y a plein de choses comme ça, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, mais il y a vraiment une réflexion sur l'anticipation, sur la gestion d'une crise à faire avant que ça arrive. Là, je donne quelques exemples pour les communes, mais typiquement pour les collèges, enfin les départements, comme ils nous invitent aujourd'hui, le NT pour les collégiens, on l'a déjà vu, hein, avec des pronotes complètement coupés, et du coup des collégiens, des parents complètement déboussolés. Le RSA, on en a parlé tout à l'heure pour la Seine-et-Marne, qui pouvait plus être versé aux familles, ou tout simplement, et là je parle aux agents, ou même aux élus, voilà, c'est les payes, ces indemnités qui ne peuvent plus être versées à la fin du mois. Donc il y a vraiment une incidence en dehors des emails, des fichiers, du réseau informatique. Il y a vraiment des incidences bien plus larges à prendre en compte, et on va même, on pourrait même aller jusqu'à la gestion technique bâtimentaire. Typiquement, un EHPAD qui n'a plus de chauffage en plein hiver, bah oui, ça peut poser effectivement de gros problèmes. Donc voilà que derrière une crise, il faut vraiment anticiper tous ces volets-là, et c'est pour ça que je disais que le DSI est un maillon, on va dire, de cette chaîne, mais c'est toutes les directions du métier, toute la direction générale qui doit prendre ce cas vraiment au sérieux et le traiter pour sa collectivité. Parce que le résultat, il est le même pour tous les services, ça sera forcément un retour au papier, comme on l'a vu dans la vidéo, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certaines collectivités. Donc voilà, je voulais vraiment alerter sur cette partie-là. J'ai un commentaire à faire. Ce qu'on néglige souvent, c'est quelles sont les marges dégradées qu'on peut observer, quelles sont les solutions de secours à anticiper si jamais ça arrive. Et ne pas s'attendre à tout tombe, et il n'y a pas rien qui marche. On peut faire marcher les choses partiellement, ça continue à marcher d'une manière dégradée, mais là, on n'anticipe pas. C'est ce que je parlais tout à l'heure dans le terme de cadre de pilotage partagé. C'est lorsqu'une collectivité prend une solution technique, métier ou quoi, c'est pas que au métier de choisir, c'est pas qu'à la technique de choisir, mais derrière il y a un tout, réglementaire, technique, métier, et tout ça il faut le prendre en compte. Parce que demain ça peut avoir une importance au niveau d'une crise cyber. Si l'application est hébergée par la collectivité et que la collectivité est attaquée, le logiciel aussi. Si demain c'est hébergé ailleurs, et ben là effectivement le service pourra toujours être rendu. Il y a des questions à se poser justement sur qu'est-ce que veut la collectivité, quelles sont les priorités et les compétences obligatoires de la collectivité à prendre en compte. Mais je pense que la réponse, elle sera apportée dans la troisième séquence. On va aborder juste après, mais libre aux intervenants de compléter. Oui. Alors du coup, j'aimerais bien juste rajouter justement sur cette communication qui est extrêmement importante, notamment sur les services. Et effectivement, nous, on l'a vu effectivement dans les mairies et les collectivités où les services ne fonctionnent plus. Donc on a toute une partie du personnel qui doit gérer cet afflux de gens. Et première question de ces personnes, qu'est-ce qu'on leur dit? Et ce travail de la communication, qu'est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'on dit qu'on a été attaqué? Est-ce qu'on est complètement transparent? Voilà. Quel est le niveau d'information qu'on va donner à ces personnes? Parce que on ne veut pas créer des effets de panique, on ne veut pas non plus, encore une fois, on est les garants de leurs informations, donc on a une éthique rapport à ça, donc il faut quand même qu'on ait un minimum de transparence, mais en même temps on ne veut pas créer, parce que, par expérience, il y a un effet assez terrible lorsque vous êtes victime d'un rançongiciel, pour ma part rançongiciel, parce que ça dure vraiment longtemps, c'est les bruits de couloir. Si votre communication en interne, vous n'avez pas dit exactement aux personnes qui sont chez vous, en fait, ce qui se passe c'est ça, ce que vous allez devoir dire c'est ça, et on s'en tient là, et c'est important de garder ces messages pour ne pas paniquer, pour ne pas faire paniquer. Si vous n'avez pas cette conversation avec les gens de chez vous, il va se passer les bruits de couloir, et ça malheureusement,
des fois il y a des choses qui partent et c'est incontrôlable. Ou des fuites d'informations ou des choses comme ça, et ça peut être très compliqué. Vous êtes déjà en train de gérer une crise qui n'est pas simple, et vous devez en plus vous occuper justement de tout ce côté un peu social où on est en train de dire on a des attaques russes qui sont dessus, alors qu'en fait pas du tout, ça n'a rien à voir. Voilà, deux pans à gérer, notamment sur la communication. Merci à vous, mon colonel, si vous voulez prendre la suite. Oui, alors juste en matière d'obligations légales, puisque quand on parle de protection des données, il y a des obligations légales du règlement général de protection des données par la CNIL, etc. Et il y a eu un sondage qui a été fait par la gendarmerie en septembre 2025, qui nous a interrogé 1698 communes de moins de 5000 habitants. Il y en a 41% qui n'ont pas de DPO, de délégué à la protection, et des données, et il y en a 60% qui n'ont pas de référence sécurité, et 76% qui n'ont pas fait de plan de gestion de crise cyber. C'est-à-dire quand on se prépare, la préparation qu'on a, comment je communiquerai, etc., de se préparer à ça, je pense que c'est assez fondamental, parce que quand il y a une crise, guerre préparée, guerre facile, et finalement plus on se prépare, plus on est à même de faire. Il y a même des exercices sur le site de l'ANSSI que je citais. Il y a des exercices dédiés aux collectivités territoriales. Ça peut être, Essonne Numérique pourra peut-être les jouer un jour, ça prend 2 heures. Et ça dit juste, voilà, je l'ai pris d'ailleurs, le contexte de l'exercice, c'est collectivité est une commune de 10 000 habitants située dans une région au sein de laquelle d'autres communes ont déjà été ciblées par les cyberattaques. Les élections municipales ont lieu dans 3 mois. L'équipe municipale est attendue sur le bilan de gestion de sa commune. Les vacances d'été approchent. Beaucoup d'administrants en profitent pour renouveler leur passeport et carte d'identité. Et c'est un truc qu'ils ont mis à jour en 2024, mais vous voyez, c'est une situation qui arrive. Et derrière cet exercice, c'est crise majeure, etc., etc. Donc avec tout le plan de la communication, de est-ce que je stoppe les services, etc. Donc il faut vraiment s'y préparer. Alors je sais pas si la Fédération française de tir s'était préparée, mais vous savez qu'il y a eu un incident le 20 octobre, où il y a eu un vol massif de données de la Fédération française de tir, et qui ont eu une cyberattaque avec vol des données du 18 au 20 octobre. 18-20 octobre, quand vous regardez, c'est un week-end. Donc comme d'habitude, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, finalement il faut détecter déjà cette attaque. C'est plus difficile le week-end, et je suis pas sûr qu'ils aient réussi à prendre des décisions du 18, et c'est le 20 qu'ils ont commencé à prendre des décisions. Ils ont communiqué rapidement, parce qu'ils ont l'obligation aussi légale de le faire, et parce qu'il y avait des vrais dangers derrière, avec ce vol de données. Nous, les dangers qu'on a vus, c'est le risque d'usurpation d'identité. Quand on vole une identité, qu'on a une date de naissance, on peut l'usurper. Et en matière de fédération de France de tir, ça permet d'acheter des armes. Voilà. Mais vous pouvez l'imaginer dans vos communes, vol d'identité. Aujourd'hui, l'usurpation d'identité, c'est un phénomène très compliqué. Dans le virtuel, c'est encore plus compliqué. Donc dès que j'ai des données un peu étendues, je peux voler cette identité et m'en servir pour faire d'autres choses. Pareil, dans ce vol de données, il y a la localisation des détenteurs d'armes. On a eu des vols. Derrière ce vol de données, il y a eu finalement des vols, parfois en usurpant la qualité de gendarme ou de policier, en appelant, et il y a eu des vols d'armes. Il faut imaginer le danger. Voilà, ceux qui viennent voler des armes, c'est pas le petit cambrioleur. Donc on a eu des vols d'armes qui sont passés dans toute la France derrière ce vol de données. Parce que les tireurs sportifs, c'est des gens qui ont des armes, des pistolets, etc. Enfin, c'est pas que des armes de chasse. Et on a eu de nombreux vols de vols là-dessus de données. Donc le vol de données, voilà, la conséquence. Et derrière, la Fédération française de tir a communiqué. Il y a eu tout un plan qui a été fait, etc., etc. Mais je rejoins ce qu'il a dit. Finalement, ils ont détecté un peu tardivement cette attaque. C'était le week-end. Ils ont eu du mal à prendre la décision. Ils ont été prises quand les chefs sont revenus. Le lundi, et ça c'est des choses sur lesquelles on doit se préparer. Et en faisant le parallèle, et c'est vrai, sur les services publics que vous assumez aujourd'hui, en reprenant l'exercice de l'ANSSI, voilà, les aides sociales tombent, l'état civil a été volé, donc je m'en sers, l'urbanisme, administration des cimetières, gestion de l'eau, des déchets, voilà, tout ça c'est des risques que vous portez sur les communes si vous voilà, j'ai dit je fais peur, mais voilà, mais c'est de la préparation et pas si difficile. Guerre préparée, guerre facile, et l'éveil au risque est important pour dire est-ce que j'ai une sensibilité sur ma commune. Vous en avez, la réponse est oui. Qu'est-ce que je mets comme moyen en œuvre, quel type de prestataire j'ai, avec quel type d'autres communes, qu'est-ce qu'on a comme retour d'expérience sur mes prestataires, enfin tout ça c'est des petites questions qui sont faciles à anticiper pour se dire est-ce que je fais un petit effort particulier là-dessus, sachant que c'est un phénomène montant. Ça c'est pas vraiment, c'est un phénomène montant. Ce qui arrive à la Fédération française de tir, c'est déjà arrivé à plein, et on le voit, c'est en augmentation. Alors, j'ai dit 218 attaques, si on remontait 5-6 avant, on comptait juste 10, 12, etc. Et ce n'est qu'exponentiel.
Donc forcément, c'est une obligation de s'y préparer. Le RGPD vous y oblige d'une certaine façon, mais on voit qu'il n'y a pas forcément de réponse à ça. Et nous, on est là pour vous aider et pour vous dire il faut faire un peu de prévention. Derrière, il y a des sociétés qui réagissent très bien quand il y a la crise, mais dans l'idéal, il faut l'éviter. Donc on l'a bien compris, il y a à la fois un risque de déstabilisation, mais aussi de désorganisation de la collectivité. On prend un exemple. Si une collectivité est incapable justement de gérer les données à la veille des vacances d'été pour justement livrer les passeports c'est toute une commune qui est déstabilisée, et ça peut aller beaucoup plus loin avec les données bancaires dont on est tous responsables. Olivier, vous vouliez intervenir ? Ouais, merci. Deux compléments par rapport, peut-être d'une part par rapport à votre question et la réaction de Baptiste, je pense que c'était très juste. Donc on parle peut-être d'un acte malveillant qui viendrait de l'interne. Alors c'est évidemment, je pense, des hypothèses, ça doit être documenté, je pense, par la gendarmerie. Mais en fait, la notion de patient zéro qui aurait à son insu, pas par malveillance, mais peut-être par négligence en fait, et la notion de sensibilisation à les clés, brancher la mauvaise clé USB, cliquer sur le mauvais lien, enfin comme en fait on l'a tous peut-être déjà fait, elle est super importante et en fait ça évolue. Je pense que avant il y avait la notion de je pointe du doigt le patient zéro et en fait désormais ça a aussi des conséquences un peu lourdes dans les organisations. Qui a fait la faute et qu'est-ce que ça peut engendrer en termes de conséquences pour l'organisation. Et en fait j'introduis ça parce que je pense qu'il y a une notion de timing aussi par rapport à ces crises cyber qui est primordiale. Alors il y a avant la crise, je pense que Pierre-Antoine en parlait un petit peu. Alors, la crise, on la constate le week-end. C'est toujours le week-end. Enfin, ou la veille de jour férié, on ne sait pas pourquoi, mais a priori, c'est assez opportun pour que ça passe de manière assez rapide, sans être détecté. Mais en fait, bien souvent, et jusqu'il y a encore très peu de temps, les attaquants, les méchants, ils sont chez vous depuis très longtemps. Parce qu'en fait, ça prend du temps d'élever les privilèges, comme en parlait Pierre-Antoine. Ça prend du temps de latéraliser la carte, d'aller détecter les données qui sont intéressantes, ou pas d'ailleurs, parce que parfois c'est complètement en mode aléatoire, et les extorquer avant de tout voler. Alors, je vais apporter une petite nuance, c'est en train de changer, parce qu'en fait, il y a 2 semaines de ça, sur la base d'une IA anthropique, je crois, il y a une attaque qui a été automatisée, et en fait, ça a été plié en quelques minutes. Donc, le monde change, hein, ça va de plus en plus vite. Ça va un peu dans la barque de le risque évolue aussi. Il y a la durée en fait de la crise. Je pense que Pierre-Antoine en a parlé. Alors j'ai pas en tête ton exemple, mais vas-y. Bon, ça peut durer, ou alors c'est peut-être Monsieur Imbert, mais ça peut durer plusieurs semaines une crise. Hein. Et à l'issue de ces plusieurs semaines, on va commencer à reconstruire une partie du service, peut-être l'essentiel. Donc on parlait des services critiques, mais peut-être plusieurs mois en fait après, avant de pouvoir finalement recouvrer l'intégralité de ces moyens conventionnels. Ça, c'est la phase plutôt émergée de l'iceberg. Et puis, il y a toutes les suites. Alors, pour un acteur économique comme une entreprise, on parlait de Jaguar Land Rover, c'est très facile d'identifier. Ils n'ont pas livré leurs clients. Et c'est d'ailleurs la ville de Londres et l'État qui met au pot pour pouvoir compenser les pertes. Donc, il y a peut-être un risque, on va dire, réputationnel, commercial, contractuel, parfois réglementaire. Je pense que dans le cas d'une collectivité, c'est du réglementaire. Il y a des obligations, en fait, de délivrer du service. Pas tous, hein. Et puis il y a aussi un risque réputationnel. Et en fait, tout ça, c'est des effets diffus des crises qui sont super importantes. Et je pense que c'est, pour peut-être prendre la place d'Olivier et de faire peur aussi, je pense que c'est aussi important de le poser. Quand on documente ce que c'est qu'un retour d'expérience de crise, il y a cette notion de temps long et de temps très long, même après la crise, qui est important à prendre en compte. Alors pour compléter les propos, le département des Hauts-de-Seine qui avait été attaqué juste avant l'été, ça a duré plus de 2 mois et demi, et je crois que le CHU sud-francilien, ça a été des semaines. Et voilà, donc c'est quand même très dramatique. Oui. Une remarque, est-ce qu'il existe des guides pour détecter qu'on est en attaque? Souvent, on s'en rend compte tardivement qu'on a été attaqué, mais est-ce qu'il y a des points qu'il faut surveiller? Les symptômes de la... Oui, alors, il y a des choses, je vais juste parler parce que c'est vrai que moi j'ai plus un profil très technique. Donc je suis désolé si je ne parle pas trop, parce que normalement je parle très technique. Mais l'idée, dans l'attaquant, il a plusieurs phases. Outre l'automatisation qu'on a vue, mais je vais y revenir juste après, on a une phase on appelle le pied dans la porte, quoi. C'est cette fameuse clé USB, ce clic, ce phishing de login mot de passe. Ensuite, il y a toute une phase d'élévation de privilèges qui dure entre
1 jour et 3 jours. Nous, on fait des tests d'intrusion. Nos experts, maximum, ils ont besoin de 3 jours pour devenir administrateur du domaine, alors qu'ils ont un compte utilisateur, voire des fois rien du tout. Donc ça va assez vite. Ensuite, vous avez une phase de ce qu'on appelle la nidification, où il va mettre un peu des éléments partout. Et puis vous avez une phase de récupération d'informations, il va faire l'exfiltration. Et à la fin, vous avez cette phase finale de ou destruction ou chiffrement. Et c'est cette phase finale où souvent c'est pendant la mauvaise période. Voilà. Alors ils font rarement pendant Noël parce qu'a priori les attaquants fêtent aussi Noël. Mais sinon c'est souvent le week-end, c'est le soir, c'est quand il n'y a personne, etc., etc. Sur cette chaîne-là, en fait, vous avez plusieurs possibilités de détection. Problématique, effectivement, c'est ce que je disais, on voit récemment des attaques où les attaquants ils commencent à élever. Et en fait, on a vu, alors c'est très très à la marge, hein, mais on a vu un outil qui allie des systèmes d'intelligence artificielle génératrice avec des systèmes d'intrusion. Et donc en fait, il dit tu vas faire ci, ça, ça, il fait un prompt, quoi. Tu vas faire ci, ça, ça, et puis il lance le machin et ça fait tout seul. Et du coup, on arrive sur normalement, là, ce que je vous dis, ça prend 3-4 semaines. On passe de 3-4 semaines à 48 heures, donc ça va vachement vite. Et du coup, sur votre question de la détection, oui, on peut détecter, mais en fait, ça va dépendre des moyens, alors techniques, comme disait Baptiste, des moyens humains aussi. Parce que avoir des outils, c'est bien. Si vous avez personne qui regarde la console, ça sert à rien. Et je vous le dis d'expérience, nous, on est déjà arrivé des fois dans des collectivités qui avaient les moyens techniques. Et en fait, quand on a repris la main sur les consoles, ça avait sonné déjà depuis 2 mois, avec des alertes pas possible de pas les voir. Voilà. Sauf qu'ils n'avaient pas les moyens humains de mettre quelqu'un derrière. Trop de choses à gérer derrière. Donc en fait, cette détection, elle est possible en alliant et la technique et l'humain, mais la difficulté, c'est les moyens en fait qu'on met derrière. C'est ça la difficulté. D'où le fait de ce discours de préparation avant, pour se dire, oui, je vais détecter pour essayer de l'éviter, mais je dois être prêt à me dire, si ça se passe pas bien, je sais quoi faire. Ça c'est clair. Donc là, on va rentrer dans la phase 3, qui est quelle riposte et quelle méthode. C'est Baptiste qui commence. Oula, oui, pourquoi pas. Oui, donc vous l'avez bien vu. Hein, pourquoi pas s'il en met note, hein. Moi je me mets à tous, animateur. Si vous me déstabilisez, c'est pas simple. Donc oui, non, c'est vraiment un sujet complexe et coûteux, comme on a pu le voir, avec des solutions techniques, organisationnelles au niveau des collectivités. Moi, en tant que DSI, je proposerais 4 directions, justement, pour anticiper, pour préparer cette possible crise. La première, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, investir dans la technologie. Ça c'est indéniable, hein, il le faut, avoir au moins un socle minimum de sécurité pour pouvoir se défendre. D'ailleurs, on parle souvent de cybersécurité, mais aussi cyberdéfense. On va dire une solution technique de sécurité, mais surtout adaptée aux besoins de la communauté, enfin de la collectivité et de la strate de la collectivité. On ne va pas acheter un système pour la NASA, pour une petite commune, un petit EPCI ou quoi. Il faut vraiment adapter la solution par rapport à la strate de la collectivité. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, c'est une solution technique pour gérer une gestion de crise. Ça aussi, c'est important. C'est ce qu'on appelle aussi le catabag. C'est le cartable, on va dire, pour la catastrophe. Qu'on puisse s'appuyer sur un outil en cas d'extinction, on va dire, du réseau informatique de la collectivité, de pouvoir rebondir sur une autre solution qui est hébergée à l'extérieur, sur lequel on pourra encore, on va dire, déployer les services essentiels et répondre du coup aux besoins des administrés. Donc ça, c'est pour la partie techno. Ensuite, je le redis, investir dans l'humain, ça c'est vraiment important, les former sur la cybersécurité, faire de l'apprentissage, de la sensibilisation par des guides, des supports de com ou une charte des usages aussi, c'est important. Mais après, il faut animer tout ça pour que justement ça puisse être suivi par les collaborateurs. Donc ça, c'était le deuxième point. Troisième point, c'est renforcer les partenariats
stratégiques. Ça peut être avec des collectivités, en mutualisant au niveau de la DSI, que ce soit l'humain ou la technique. Voilà, avoir une équipe plus forte et des systèmes plus résilients, on va dire, pour pouvoir affronter une telle crise. C'est important. S'entourer d'experts, de prestataires connus et surtout reconnus, parce qu'il y en a un certain nombre sur le marché. Et voilà, il faut bien échanger avec les autres collectivités pour aussi avoir leur référence au niveau des entreprises et savoir voilà, qui fait quoi. Et dernièrement, au niveau des partenariats, partager les bonnes pratiques de la veille aussi, que ce soit techno, juridique ou quoi, avec des organisations du style l'ANSSI, cybermalveillance.gouv, voilà, toutes ces structures, la DNUM ou quoi, au niveau de l'État, qui sont vraiment importantes pour les collectivités. Donc ça, c'était le troisième point. Et le dernier point, qui est très très important, c'est se préparer au pire, parce que forcément, ça pourra arriver. Et se préparer au pire, c'est, comme il a été dit tout à l'heure, s'exercer avec pourquoi pas l'ANSSI sur des solutions comme Rempart. Ils font ça gratuitement, ça peut être en interne, en externe. C'est vraiment important et c'est pas du tout technique, c'est vraiment adressé à tout public. Et ça permet de simuler une crise et vraiment de se mettre dans l'exercice. Autre chose aussi pour préparer une crise, c'est cartographier, comme je l'ai dit tout à l'heure, les impacts métiers et prioriser du coup les services à rétablir au plus vite, les missions fondamentales de la collectivité au cas où il y a une crise. Donc voilà, et dernière chose qui est importante et qui va avec le fameux catabag, c'est documenter. Documenter les process métiers, documenter de la communication que l'on pourrait faire en interne ou en externe, d'avoir déjà toutes ces infos utiles, utilisables, modifiables rapidement, mais au moins déjà de rédiger, et les informations essentielles aussi pour la continuité de service. Typiquement, là je parle pour la côté technique, si demain les mots de passe de la collectivité, toutes les infos techniques sont hébergées sur le serveur qui a été piraté, et ben en fait vous ne pouvez plus rien faire. Donc d'où l'importance d'externaliser aussi un certain nombre de données sur un endroit vraiment sécurisé et complètement à part du réseau. Donc là je parle de la technique, mais ça peut être aussi des procédures métiers, justement en cas d'indisponibilité de la solution métier. Donc voilà, toutes ces choses-là sont vraiment importantes pour se préparer au pire. Donc voilà les 4 directions incontournables, j'ai envie de dire, pour un DSI à mettre en œuvre une collectivité. Donc ça, c'était l'interprétation et la vision de Baptiste sur comment anticiper. Après, préparer la continuité, je pense que Pierre-Antoine et Olivier peuvent prendre la suite. Ouais. Je prends la suite. Vas-y. Merci. Donc, en fait, par rapport à cette notion de risque cyber, on a abordé beaucoup de sujets, en fait. Beaucoup. On a parlé d'enjeux organisationnels, d'enjeux techniques, d'enjeux humains. Et en fait, si on fonctionnait avec une énergie infinie, des moyens infinis, je pense qu'on pourrait tout mettre en œuvre, et puis tout mettre en œuvre tout de suite, et ça serait parfait. Sauf qu'en fait, c'est pas possible. Donc, je pense que pour ce risque-là, comme pour les autres, il faut être très pragmatique, et il va falloir peut-être faire un choix, d'aller finalement sécuriser l'essentiel, et donc simplifier l'équation. Et je pense que c'est vraiment une dimension managériale, une dimension de direction, une dimension d'élu. Baptiste l'introduisait à l'instant. Quels sont les sujets que je souhaite sécuriser au sein de ma collectivité, qui ne peuvent souffrir finalement d'aucun délai, qui ne peuvent pas s'arrêter? Ça, c'est extrêmement important. Alors, la réponse, elle est pas évidente. On parlait des moyens de détection, ou finalement, peut-être même par rapport à la logique de collectivité, aux compétences qui sont les vôtres, il peut y avoir différents niveaux. Suis-je une autorité concédante? Suis-je un échelon très local? Est-ce que je suis une communauté de communes? Pour les autorités concédantes, je sais qu'il y a une entité qui s'appelle la FNCCR, je crois, Fédération nationale des communautés concédantes et des régies, qui documente justement ces risques et comment les détecter. Bon, voilà. Il y a des outils qui existent, et en fait, il y en a pléthore, et finalement autant que de use case, que de cas d'usage. Ce que je veux dire par là, c'est que si on pose les choses finalement avec pragmatisme, et surtout avec l'ambition d'y aller avec un effort maîtrisé, je pense qu'on est tous capables à nos niveaux
de savoir ce qui est très important pour nous. Alors, est-ce que c'est l'action gérontologique, parce qu'en fait on ne peut pas se faire à l'idée qu'on ne servira plus de repas dans les EHPAD? Est-ce que c'est la maintenance du cimetière communal, parce qu'on ne peut pas se faire à l'idée qu'on va paumer les plans du cimetière et le registre des décès, et qu'on ne sera pas en capacité d'aller proposer un service digne pour les gens qui ont perdu quelqu'un? Bon voilà, c'est ces sujets-là. Et même si on va de manière un peu plus simpliste encore, est-ce qu'on est en capacité de perdre l'accès aux données associées à son plan communal de sauvegarde en cas de crise? Non. Donc en fait, le premier niveau de résilience, celui qui est tout de suite accessible, il doit être assez simple à identifier, il doit être assez simple à documenter, et on ne parle pas d'un bottin comme ça, hein. On parle finalement d'une procédure simple, à la main du métier, pour être en capacité de pouvoir opérer le service le jour où tout déraille. Et c'est ça dont on parle. Donc il faut vraiment simplifier l'équation, être très pragmatique. Et je vais aussi aller dans le sens de Pierre-Antoine. Là, on parle de procédure métier. Qu'est-ce que je vais sécuriser? Mais il y a un autre pan. Il y a effectivement le pan communication. Et je pense que d'avoir, et ça va dépendre aussi de vos contextes, mais d'avoir sur étagère, prêt à l'emploi, les modalités de communication vers l'externe d'une part et vers l'interne d'autre part, c'est clé. Parce qu'on ne pourra pas tolérer que tous les agents, chacun avec sa sensibilité, partent dans tous les sens pour aller informer qui, le public, les administrés sur la marche à suivre et ce qui va se passer. En fait, c'est des sujets qui sont assez simples et qu'il convient de prendre en main tout de suite et sans forcément les faire en séquence après avoir élevé les murs de la maison, mis en place des moyens de surveillance très importants, qu'on soit la NASA ou pas. Je pense qu'il y a des dispositions en fait très pratico-pratiques à prendre. Et là, moi, c'est un petit peu mon mathématique sur l'anticipation. Soyez simple et le plus pragmatique possible pour accéder à un premier niveau de résilience qui sera perfectible, qui sera imparfait. Et après, dans une logique d'amélioration continue, vous aurez aussi sensibilisé quelque part vos métiers. Vous les entraînerez dans cette démarche-là et vous irez plus loin. Mais en fait, ayez beaucoup d'ambition, certes, mais allez-y petit à petit, par petits pas, et probablement à hauteur des moyens et de la bande passante que vous avez à y consacrer. Donc ça, c'est globalement mon avis sur l'anticipation, et c'est comme ça qu'on essaie de travailler. Je vais introduire la notion de Shedline, je pense qu'il y avait une slide dédiée également. Il y a aussi la notion de réaction. Alors, je crois que c'est Patrick Herbert tout à l'heure qui disait, alors la question, c'est pas si. En fait, la question, c'est même plus quand. La question, c'est comment je vais faire le jour où je vais être attaqué. Globalement, c'est ça. Donc, la volonté de Shedline, c'est de mettre en place, on va dire, le minimum vital. Alors moi, j'appelle pas ça catabag. J'ai plutôt une métaphore maritime. C'est plutôt le canot de sauvetage. Et on n'imaginerait pas prendre la mer sans canot de sauvetage, que je vais employer pour pouvoir à la fois outiller ma gestion de crise, et c'est pas un gros mot, on peut être tout petit et avoir pensé sa gestion de crise, on en parlait à l'instant, et pour pouvoir aussi outiller globalement le maintien de mes activités critiques. Je parle d'un dispositif qui n'est pas un socle technique supplémentaire, un énième socle technique qu'il faudrait déployer, non, c'est quelque chose de très dépouillé, de très simple, de penser pour la crise, d'actionnable immédiatement, dans lequel je vais retrouver quoi? En gros, les moyens de communication, parce que j'ai besoin d'alerter mes agents, mon élu, mes citoyens, j'ai besoin de communiquer, et j'ai besoin aussi de doter mes métiers du minimum vital, c'est-à-dire l'accès aux données qui sous-tendent les process que vous aurez identifiés. Encore une fois, est-ce que c'est le cimetière, est-ce que c'est l'action sociale, ou est-ce que c'est la capacité à prendre un arrêté, que sais-je, et des cas d'usage, on en a plein, mais c'est ça qu'on va retrouver dans Shedline. Et le deuxième pilier, donc, Shedline, c'est une solution franco-française que je pourrais vous présenter, mais l'objet, c'est un catabag ou un canot de sauvetage. C'est plutôt ça qu'il faut retenir. Et tout à fait actionnable en cas de crise et pensé pour ça. Et le deuxième pilier de Shedline, en fait, c'est de pouvoir apporter une forme de pragmatisme à plusieurs niveaux. Un, vous aider à identifier et formaliser globalement ce plan B, parce qu'on parle de plan B, à la fois en termes de communication, parce que c'est pas les moyens officiels, et de maintien du service public. Donc je formalise mon plan B, et peut-être le premier plan B, perfectible, qui évoluera dans le temps. Et c'est ça que j'introduis, c'est surtout la notion d'évolution dans le temps, parce qu'en fait, on croit réellement à guerre préparée, guerre facile, mais je pense que dans l'armée, il y a aussi une notion d'entraînement, en fait, d'entraînement de ce plan B régulier, de manière à vérifier qu'il soit parfaitement opérationnel. Et ça, on essaie de le faire sur des formats courts, justement pour avoir un effort très maîtrisé en termes d'investissement en euros, mais un effort très maîtrisé aussi en termes d'investissement des agents. D'une part, parce qu'ils ne sont pas tous sensibles, parce qu'ils ont autre chose à faire, ils ont aussi les missions de service public à délivrer,
Et donc, on le fait petit à petit et au fur et à mesure des entraînements, on vient globalement apporter, gréer notre canot de sauvetage de nouveaux outils, de nouvelles procédures. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Merci. Pierre-Antoine, est-ce que vous voulez compléter? Tout a été dit, mais oui, le principe effectivement de s'aider, que ce soit d'un outil ou de procédure avant, c'est vraiment d'assurer la bonne information aux bonnes personnes au bon moment. Je vole votre manuel, mais du coup, ça vous permet d'avoir une chaîne de commandement claire. Plus vous avez une chaîne de commandement claire, plus en fait vous pouvez contrôler entre guillemets la panique, parce qu'il ne faut pas oublier que plus vous allez avoir vous allez donner le sentiment de maîtrise, plus vous allez pouvoir rassurer les gens qui travaillent avec et pour vous. Si vous n'avez pas ça, le risque c'est que les gens qui travaillent avec et pour vous, ils commencent à paniquer, et dans la panique, on fait toujours des bêtises. Voilà, donc c'est toujours bien d'avoir un bon suivi. Si je peux juste compléter, vous êtes dans votre canot de sauvetage parce qu'il y a un gros temps, vous allez avoir besoin d'aide au-delà de ça. Vous avez prévu un plan de communication, on l'a dit, il est simple, il est documenté. Alors, il sera imparfait parce qu'aucune crise ne ressemble à la précédente ni à la suivante. Malheureusement, la vie est mal faite. Vous avez vos métiers qui sont autonomes, parce qu'en fin de compte, cette procédure, ce plan B, elle a été créée avec elle, avec le métier. C'est eux qui sont détenteurs finalement. Ils sont très engagés, ils sont détenteurs de leur métier. Parfait. Mais vous allez aussi avoir besoin d'être entouré à plusieurs niveaux, parce qu'en fait, une crise c'est dur. Il ne faudra pas compter sur votre direction des systèmes d'information qui aura la tête dans le guidon pour essayer de savoir par où ils sont passés, comment ça se passe et comment je vais reconstruire. Donc globalement, je pense que c'est important de noter que il y a peut-être auprès de la gendarmerie, auprès de prestataires de réponse à incidents, on va dire des épaules réconfortantes à aller trouver pour pouvoir passer la vague. Non mais je l'introduis parce que c'est important. J'ai pas d'exemple de crise où les organisations s'en sortent toutes seules. D'ailleurs, c'était mentionné par Baptiste, le site cybermalveillance, etc. Vous avez 17 cyber aujourd'hui. Le 17, vous connaissez, voilà, je suis dans la mouise, j'appelle le 17. Et ça marche, police gendarmerie, pas voir, même si les gendarmes sont meilleurs, mais ça je le dis juste comme ça, ils vont m'en vouloir, coup près. Non, il y a le 17 cyber qui a été créé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ce qui montre bien l'urgence qu'on a face à nous. Et le 17 cyber, allez faire un tour là-dessus, sur le malveillance, c'est un site ouvert, et il y a marqué « Je suis victime d'une attaque, quel type d'attaque, est-ce que je le sais, je le sais pas ». Enfin vraiment une assistance pour aider à catégoriser la crise. Et après, évidemment, faire appel à, c'est pas forcément, ça dépend des cas, mais c'est pas forcément l'ANSSI qui va venir pour répondre aux problèmes sur le serveur externe, mais qui va vous conseiller, et pour relayer après pour des sociétés avec qui vous avez préparé ou pas la crise. Mais il y a ça, moi je vous invite à le faire, d'aller faire un petit tour là-dessus sur cybermalveillance.gouv.fr. Voilà, moi je trouve le site super bien fait, et il y a même moment, je suis victime d'une attaque, c'est ça le truc, donc ça se passe, qu'est-ce qui m'arrive, et autant le faire avant. Je rejoins sur les jeux, les choses comme ça, l'idéal c'est de le faire avant, quand il n'y a pas de crise, mais quand il y a la crise, finalement ça existe aussi, quoi. Et c'est là où on est moins, voilà, on a moins de recul, et on prend des fois des mauvaises décisions, donc faut pas hésiter de se faire accompagner. Si je peux compléter sur le 17 cyber, c'est vraiment très simple, et c'est adressé justement aux habitants de votre commune, de votre territoire. C'est un module en fait à mettre en place sur votre site internet. Voilà, celui qui gère votre site internet, il saura comment faire. Il y a juste à aller sur le site cybermalveillance.com pour avoir justement ce fameux module, et après il faut l'intégrer sur votre site. Vous pourrez le voir sur la communauté de communes du Val-d'Essonne, on l'a intégré il y a quelques jours, quelques semaines. C'est vraiment très, très simple, très clair, et pour les habitants c'est vraiment une plus-value. Mais c'est aussi, voilà, c'est aussi pour les collectivités, cybermalveillance, je suis une collectivité, il m'arrive quelque chose, qu'est-ce que je fais? C'est un guidane, comme on dit, voilà, pour vous aider à caractériser l'accident et à voir quelle bonne réaction avoir. Je voulais compléter la notion d'entraînement et on va dire de poursuite de vos travaux, d'anticipation du risque cyber, l'amélioration de votre posture face à la crise. Je reprends vraiment les propos qu'on a dit un tout petit peu plus tôt.
Enfin, voilà, ça ne sera pas du jour au lendemain. Peut-être d'ailleurs dans la salle il y a des maturités qui sont différentes et des dispositions qui ont déjà été prises. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça sera toujours perfectible. Je pense qu'en fait il faut engager un certain nombre de moyens pour démarrer, aussi faibles soient-ils, pour accéder à un premier niveau. Et ces moyens, on en a parlé tout à l'heure, il faut identifier quelque part des complices en interne, des gens qui sont peut-être les plus sensibles. C'est pas les plus sensibles, c'est pas ceux qui sont détenteurs des métiers les plus critiques, c'est peut-être les plus sensibles quelque part à la notion de cybersécurité, et vous allez embarquer avec vous pour designer ce premier processus de résilience. Et finalement, la notion d'entraînement, elle est clé pour pouvoir, on l'a dit, maintenir le dispositif et puis s'assurer de son côté très opérationnel. Mais elle est aussi clé finalement pour pouvoir continuer à sensibiliser les gens autour de vous. Je pense qu'il ne faut pas laisser retomber le soufflet. On a eu, de par le passé, un peu ces réflexes-là. Je vais parler d'un terme qui s'appelle plan de continuité d'activité. Je suis persuadé que vous en avez dans vos mairies, dans vos collectivités. Je suis persuadé qu'ils sont tous à peu près caducs, parce qu'ils ne prennent pas en compte le risque récent en cyber, ou pas complètement. Et finalement, on a des documents qui sont, alors qu'on coûtait très cher, mais qui ne servent pas à grand-chose au quotidien. Et c'est ça dont je parle. Le risque, c'est d'avoir des choses qui ne soient pas suffisamment mises au goût du jour régulièrement, et pour lesquelles on n'a pas suffisamment pris à la source, au bon niveau, les informations, c'est-à-dire au niveau des métiers. Et donc, je pense que pour bien appréhender la manière dont on peut se prémunir du risque cyber, ce qui est extrêmement important, c'est de le prendre au bon niveau. C'est comment, finalement, je vais faire confiance à ceux qui opèrent le service, c'est-à-dire les agents, pour l'opérer sans dépendance au système d'information. Et c'est ça dont on parle. Demain, blackout, il n'y a plus de SI. Google décide de fermer les tuyaux, il n'y a plus de Google. Et il va falloir continuer à bosser. Et donc, ça s'anticipe, on l'a dit, et ça s'outille. Et je voulais juste peut-être, parce que ça peut faire peur, et j'ai présenté la solution Shellline comme étant finalement une solution logicielle, et ça l'est, hein, dans laquelle on trouve un certain nombre de moyens. Ça peut également avoir une vertu en termes de sensibilisation, que ce soit Shellline ou d'autres solutions que vous pourriez choisir. C'est finalement d'identifier un formalisme, et encore une fois qu'il soit très simple, mais d'identifier un formalisme et de s'y tenir et de le faire évoluer. Ça donne un point de repère, et en fait ce catabag, il est identifié par les agents, et c'est celui-ci qu'on va venir au fur et à mesure versionner, améliorer. Mais donc il a aussi une vertu quelque part de sensibilisation, ce catabag. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus, et la notion donc de maintien d'entraînement, elle est extrêmement clé, et finalement elle permet d'un dispositif très perfectible d'aller vers quelque chose de plus en plus consistant. Sur cette troisième séquence, est-ce que vous avez des interventions, des demandes de prise de parole, des témoignages? Non, bah écoutez, merci. Oui, je vous en prie. Je ne l'ai pas dit, après je vais me faire engueuler. Dans la phase de préparation, l'agent Recom, la police, propose des diagnostics très simples et gratuits. Donc voilà, moi je suis venu avec le capitaine de réserve Bastide Guillaume. À la fin, vous pouvez prendre rendez-vous, etc. Ils viennent, ça ne dure pas très longtemps. Hein. Et c'est incomplet, mais ça permet, notamment avec les décideurs, de dire tiens. Voilà. Et ça, je pense que c'est fondamental. Et dans les key takeaways de cette réunion, j'aime bien des anglicismes, il y a cette question tiens. Et c'est important de l'avoir. N'hésitez pas à le solliciter à la fin de la réunion pour dire je veux prendre rendez-vous avec lui. Je confirme, c'est très bien fait. Merci à vous pour cette proposition. Alors, on est dans la phase maintenant conclusive. Est-ce que vous avez des questions, sachant qu'on a, nous, noté un certain nombre de questions qu'on a préparées ensemble, et on a d'autres interlocuteurs extérieurs qui nous avaient posé les questions ne pouvant pas être présents. Qui veut s'y coller? C'est les premières questions. Je vous en prie. Une question. On a beaucoup parlé d'urgence dans la crise, donc on a souvent tendance à vouloir remonter le système d'information assez rapidement. Mais quel serait le risque, du coup, de vouloir aller trop vite, tout simplement? Et le risque, c'est le retour de l'attaquant, du coup. Parce que effectivement, c'est quelque chose qui se fait assez souvent. On parle de gestion de crise, il y a tout un focus sur la reprise de l'activité, très souvent.
Et parce qu'on n'a pas les bonnes personnes à côté, on oublie un peu l'enquête. Et du coup, on essaye de redémarrer, donc on suit notre plan de crise, on remonte tout. Sauf que l'attaquant, il est rentré, il a sorti des données, il a peut-être mis même d'ailleurs des portes dérobées chez vous. Et donc, vous allez redémarrer, les services vont refonctionner pendant 6 mois, et puis ça va retomber. Sauf que là, l'enquête, ça va être beaucoup plus compliqué, puisqu'on a 6 mois qui se sont passés, donc il y a tout eu un rôle de modification des journaux. Et donc retrouver qu'en fait l'attaquant il est venu parce qu'il y a une précédente attaque va être un peu plus compliqué. Et la seule chose qu'on va voir, et là on rejoint la problématique de la détection, c'est que si vous n'avez pas fait l'enquête sur la première, le problème c'est que si l'attaquant il a gardé des comptes que vous changez rarement pour pouvoir revenir, il va revenir et tout ce que vous allez voir, c'est juste un utilisateur légitime qui se connecte. Et là, c'est très compliqué. Donc vous êtes vraiment à la merci de l'attaquant. Alors pareil, je grossis peut-être le trait, mais c'est vraiment ça, en fait, vraiment, parce je vous parle de ça parce que pareil, on a eu des retours d'expérience où on nous a sollicité pour des enquêtes et on a réalisé l'enquête et en fait on ne comprenait pas. L'attaquant, il rentre tout de suite à travers le VPN, il a un compte, il se connecte, il déploie son malware, il chiffre. On n'a jamais vu ça. Voilà. Donc on enquête, on ne trouve rien. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Là, on revient 2 ans en avance. Là, on commence à trouver des traces un peu bizarres. On dit, c'est bizarre, on a vu des éléments, mais il y a 2 ans. Et là, on a l'ancien administrateur IT qui dit, ah oui, c'est vrai, on s'était fait attaquer il y a 2 ans, mais on a bien redémarré. Voilà. Et du coup, tout est parti de là. Donc on a refocalisé finalement l'enquête là-dessus. Et puis on a commencé à établir un plan d'éradication. Parce que du coup, la reconstruction suit un plan d'éradication de la menace. Sinon, vous reconstruisez avec la menace à l'intérieur. Juste un petit chiffre, j'adore les pourcentages, mais dans le baromètre cybermalveillance 2024, il y a une commune sur 10 qui a déclaré être victime d'une cybermalveillance dans les 12 derniers mois. Et il y en a 45% qui ne connaissent pas la cause. Oui. Pour illustrer tes propos, Pierre-Antoine, moi je suis commercial dans une société informatique. J'ai vu il y a quelques années un client remonter ses serveurs après une cybercrise. Et à l'époque, on avait de l'EDR, des outils automatisés, et lui refermait en urgence 19 serveurs sur les 50 parce qu'il avait juste oublié de les refaire, de les nettoyer et de travailler avec des sociétés comme la tienne pour voir si le mal est résident, quand est-ce qu'il est arrivé. Et remonter un serveur sans se pencher dessus, c'est une bêtise. On lui avait fermé entre le dimanche matin où les serveurs ont été remontés et le lundi matin. Peut-être je peux illustrer un cas d'usage qui va finalement un petit peu dans le sens de cette question. Pourquoi pas redémarrer plus rapidement? Et puis en fait, je vais prendre le coréen. Pourquoi pas couper plus? Parce que parfois, on peut s'imaginer que on a restreint finalement le périmètre de l'attaque à une partie de notre système d'information. Alors, je sais pas, je vais illustrer ça à la médiathèque, mais pas de souci, à la mairie, il se passe rien. Et en fin de compte, les systèmes, alors malheureusement, ils sont tous très connectés, même quand on n'est pas dans une smart city comme à Angers. Et le problème, c'est que l'attaquant, une fois qu'il est chez vous, il va aussi prendre possession de vos moyens de communication. Il y a des attaques assez célèbres, et j'en ai une en tête, c'est celle de LDLC qui a monté un petit peu il y a 2-3 ans. Et en fait, l'ensemble de la phase d'investigation qui était faite avec un prestataire se faisait dans le Microsoft Teams de la société. Donc Microsoft Teams, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les moyens de communication interne, on s'envoie des chats, etc. Mais, sauf que l'attaquant, il était dans le Teams au même moment. Donc il voyait en live ce qui se passait au titre de l'investigation, et il a tout retweeté en plus. Donc il passait pour des truffes, enfin pardon pour l'expression, et par ailleurs c'était complètement hors de propos. Donc c'est pourquoi tout à l'heure j'introduisais, même en cas de suspicion, probablement, la chaîne de commandement vous dira, on coupe, et on verra après. Et si on démarre trop vite, effectivement, on repart pas avec une roue crevée. C'est un petit peu ça à l'image, donc ça fonctionnera pas. Et voire même pour repartir, vous allez devoir probablement accéder à des informations qui sont, elles, backupées à l'extérieur, et c'est peut-être risqué de les contaminer. Donc d'abord l'éradication, et puis après vous repartirez. Et ça peut prendre du temps.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Michel. Ouais, Sachant que vous avez certainement la réponse en plus. Pour un correction de note un peu positive, est-ce que vous connaissez des collectivités qui sont des bons élèves? Allez, le département, parce que sinon vous allez vous mettre sur Le département de l'Essonne. les 2 tiers des participants. Vous connaissez des collectivités qui ont mis tout en place, qui ont pas honte de dire on peut se faire attaquer, on est solide, il ne se passera rien? Est-ce qu'il y a vraiment des structures qui sont capables de lâcher un Ouais, si je peux me permettre, juste en fait des collectivités, en fait tout dépend de quoi on parle. C'est comme il a été dit tout à l'heure, des solutions techniques. La plupart des collectivités voilà, qui sont matures dans ce domaine-là ont mis en place les outils adéquats. Après, c'est de faire le lien entre les outils et l'humain. C'est là en fait où souvent le bas blesse et où il y a des améliorations, on va dire, à apporter. Et en plus de ça, la documentation après qui va avec. Et du coup, pour répondre, oui. En tout cas, nous, on a un exemple qui, en plus, est très investi. Et il a mis en place les outils techniques et il a eu des crédits pour pouvoir... il a une équipe de 6 personnes qui travaille sur la sécurité. Donc on est là sur une équipe qui est full sécurité, qui ont préparé des plans et ils ont ce discours de dire on est préparé, c'est pas pour ça qu'il va rien nous arriver, mais par contre, guerre préparée... Excuse-moi, je suis pas là. Guerre facile. Voilà. Je pense que le bon exemple, c'est la commune qui se met à jour aussi de façon permanente. Moi, j'ai contribué à la préparation on a le ministère de l'Intérieur, on a nos data centers, on a tout ce qu'il faut en termes de protection, etc. Vous imaginez bien. Les JO 2024, on ne s'est pas dit on est complètement prêt. Donc, c'est-à-dire, tout évolue. Donc, finalement, la bonne commune, je trouve, c'est la mise à bonne, mais c'est jamais one shot. Et je pense qu'il faut l'équipe qui va bien derrière, il faut des crédits réguliers pour entretenir le système, le tester aussi. Hein. Quand on parle des PCA, des plans qu'on sort et qui sont et sur lesquels on souffle pour les mettre en œuvre, faut régulièrement se tester pour voir si finalement on est classiquement face au risque cyber ou d'autres, mais il faut régulièrement se tester et ça c'est fondamental. Alors moi je sais, vous pouvez reformuler la question précisément, pardon. Est-ce que vous connaissez des collectivités qui sont des bons élèves? Ouais, c'était bien ça, c'était bons élèves. J'avais une notion. C'est qu'il y a des maires de grandes communes qui s'affirment sur l'écologie, on va être les meilleurs, sur la sécurité, on va être les meilleurs. Et effectivement, moi, sur le territoire français, des collectivités qui sont plus ou moins sur ces axes-là. Mais sur la cybersécurité, est-ce qu'il y a des collectivités qui s'affirment, qui ont tout mis en œuvre pour dire, non, nous, le problème se posera jamais? C'est très compliqué à mesurer quand même, je pense, de mettre une note sur la cybersécurité. Encore sur le développement économique, enfin, on sort de mon champ de compétences, mais je pense qu'il y a des faits qui peuvent parler. Là, c'est complexe et je pense qu'en fait, c'est surtout l'humilité, je pense, qui prévaut dans cette thématique-là. Et en fait, c'est quels moyens j'ai commencé quelle prise de conscience et quels moyens j'ai commencé à mettre en œuvre. Et alors moi, tous mes clients sont des bons élèves, et je peux citer le conseil départemental de l'Essonne, mais qui a cette humilité d'être dans une logique de déploiement long terme, itérative, d'un système qui est un peu à niveau et qui va leur permettre, probablement, au-delà de plein d'autres dispositions qui échappent à mathématiques de résilience, de s'améliorer de proche en proche. Et en fait, c'est cette trajectoire-là, cette ambition-là, je pense, qui me fait penser à la notion de bon élève. Avoir envie de grandir. En tout cas, heureusement que vous avez bien répondu pour le département. Ouais. Alors, question qui a été posée, que faire et qui appeler en cas de crise? Heureusement qu'on regarde tous la gendarmerie. Première chose, c'est le dépôt de plainte. Et du coup, je passe. Première chose, quand vous allez porter plainte, vous savez, on va pas résoudre l'attaque. Ah oui, non. Donc moi, la première chose, c'est, je l'ai dit, c'est 17 cyber ou de prestataires, etc. Et aussi mobiliser les ressources qui sont en capacité de décider. Parce que c'est pas la gendarmerie ou la police qui va vous dire il faut couper tel service. Les décisions d'urgence, elles vont être prises par comme on dit, la structure de commandement qui a été mise en place. Et voilà, donc pour moi, en cas d'attaque, qui appeler soi-même déjà, en se disant qu'est-ce qu'on avait prévu et qu'est-ce qu'on décide. Enfin, voilà, oui. Ça me paraît une évidence. Et évidemment, la plainte, elle viendra, notamment s'il y a des dépôts de rançon, des choses comme ça. Enfin, je peux que conseiller de ne pas payer de rançon en cas de cyberattaque. Hein.
On a des gens qui travaillent beaucoup là-dessus, et c'est pas parce qu'on paye une rançon que forcément les données vont être déchiffrées, hein, c'est pas du tout assuré. Mais en tout cas, pour moi, la première personne à qui appeler, c'est soi-même, en disant bon, c'est bien, est-ce qu'on avait bien prévu? Et si la réponse que vous avez aujourd'hui, c'est de se dire mais je vais pas m'appeler, je sais pas du tout quoi faire, il y a un truc à faire. Hein, ça va. Et après, il y a le 17 cyber, comme je le disais, hein, qui va permettre d'avoir les vrais experts, de conseiller. Hein, en parallèle des sociétés qui peuvent vous aider, et qui peuvent vous aider en disant c'est quelle décision je dois prendre. Si je peux apporter moi de mon côté des précisions, ça serait plutôt l'ANSSI dans un premier temps, 17 cyber, comme ça a été dit. Ensuite, votre délégué à la protection des données, c'est important voilà, de l'informer. Votre prestataire de cybersécurité, et une fois que tout ça est enclenché, informer la CNIL quand vous êtes sûr, on va dire, que le piratage a été fait et quel type de données a été volé ou quoi. Voilà, dans l'ordre, pour moi, ça sera à peu près ça, mais je pense qu'il n'y a pas de réponse précise là-dessus. Tout dépend des cas. Oui, madame? Oui, quelles mesures de protection immédiate peut-on prendre avant même d'appeler quelqu'un si on ne sait pas qu'il y a une attaque? Ah bah alors ça du coup effectivement ça fait partie des postures de défense ce qu'on appelle la première phase qui est l'endiguement, c'est une espèce de mise en quarantaine et ça va dépendre du coup ces postures de défense, elles doivent être préparées en amont en fonction de la qualification de l'incident que vous voyez ou que votre prestataire de sécurité vous remonte. Donc il y a toute une phase préparatoire en amont. Et puis, lors de votre qualification, vous allez pouvoir endiguer. Donc l'endiguement, ça passe, soit vous avez des endiguements qu'on appelle locaux, c'est-à-dire que vous allez verrouiller les postes. Voilà, ils ne peuvent plus communiquer avec rien d'autre que la plateforme de sécurité. Voilà. Et, alors ça, du coup, vous avez des outils qui vous permettent de faire ça à distance avec des consoles centralisées. Donc c'est là où on fait le lien entre la console centralisée, la technique, et puis la personne qui est derrière qui va pouvoir préparer l'isolement et isoler en fait les postes un par un. Souvent, c'est les actions qui sont faites par le SOC qui, s'il qualifie correctement l'incident. Oui. Pardon. Le SOC. Alors, le SOC. Donc le SOC, en termes marketing, je vais l'appeler comme ça, que vous entendez un peu partout, c'est la supervision d'incidents de sécurité. Voilà. C'est pas le SOC initial, qui est normalement le Security Operations Center, qui a beaucoup plus de cordes à son arc. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce que vous entendez dans le marketing. Il y a vraiment un contrôle de vulgarisation dans le fond. Oui. Contrôle, voilà. En tout cas, c'est la supervision de sécurité. On m'avait dit qu'il faut débrancher la prise chez Supermassa. Alors, ça, effectivement, alors vous pouvez. Et alors, la question, c'est quel câble? Et alors, du coup, fun fact, du coup, on est arrivé sur une réponse à incident. On arrive sur site et donc le responsable est un peu paniqué parce qu'il est tout seul, on est en plein week-end, il est 18h, enfin samedi 18h, il n'y a personne chez lui, donc il a appelé des collègues, voilà, et il dit, donc on lui dit qu'est-ce que vous avez fait? Il nous fait descendre et il nous montre en fait, donc ils avaient une grande baie de stockage et il avait pris tous les câbles et il avait tout arraché, donc tout était en... Voilà. Et on lui a dit qu'il avait sauvé potentiellement son entreprise parce que le malware était en train de se déployer et voilà. Donc il a très bien réagi. La plus simple, un pouvoir, un disjoncteur. Ouais, et on coupe tout. Mais et du coup, mais la difficulté c'est qu'on coupe aussi tous les serveurs et toutes les machines s'éteignent. Et... Oui. Si je peux apporter quelques éléments là-dessus, pour moi, la première des choses à faire déjà, c'est appeler votre responsable informatique, votre entreprise ou votre service. Effectivement, de couper la partie réseau, le câble, le réseau, et uniquement le réseau informatique, pas l'alimentation, parce que derrière, pour rallumer les postes ou les serveurs, ça va être une autre affaire, surtout s'ils sont contaminés. Donc, vraiment, déjà, ces deux aspects-là. Et après, sur l'ANSSI, il y a un guide avec les 4-5 gestes à faire si justement vous êtes votre poste est arrêté. Mais les coupures réseau, ça en fait partie et que vous n'êtes pas obligé de débrancher des câbles. Vous avez aussi des mesures, justement, prévenir
alors prestataire informatique, ou du moins la personne responsable de votre système d'information, pour qu'il puisse dire, si j'ai un pare-feu par exemple, donc un petit boîtier qui fait le lien, je dis tu fais plus le lien avec rien du tout, et c'est aussi efficace que débrancher un câble, sauf que en plus vous allez garder la main sur les postes. Vous allez pouvoir faire des interactions et faire des opérations de... Ouais. Oui. Juste un petit commentaire, vous avez un numéro d'appel d'urgence également sur ces post-it, cas échéant, aussi parfois plus vite en parallèle des agences gouvernementales. J'avais également une question, qu'est-ce qui est le plus important ou le plus prioritaire à mettre en place? C'est des outils de protection, des logiciels? Est-ce que c'est de recruter des gens dans son équipe, si on veut, ou est-ce que c'est de s'appuyer sur un prestataire externe avec des experts? Le primordial, c'est ce que disait Baptiste, c'est la cartographie. Cartographier vos services. Ça, c'est vraiment... Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous devez, c'est ce que disait Olivier aussi, vous listez vos services et vous les priorisez. Et vous dites, voilà, ce service-là, c'est prioritaire, il ne peut pas tomber plus de X minutes, heures, jours. Et ensuite, vous dites, pour que ce service-là marche, il faut les actifs suivants. Donc il y a peut-être une personne qui a tous les secrets, qui doit se connecter. Il y a des serveurs, des applications. Des fois, c'est une application qui doit être up, etc., etc. Et donc, si vous avez ça déjà, vous préparez votre cellule de crise. Après, vous pouvez avoir un outil qui vous permet de suivre justement cette évolution. Et ça déjà, c'est super. Et après arrive la protection. Donc, la protection, donc vous allez avoir la suite, c'est PDR, protection, détection, réponse. Donc faites d'abord les outils de protection, effectivement, avec ce qu'on appelle maintenant des EPP-EDR, des gros antivirus centralisés. Vous allez avoir tout ce qui est, vous allez avoir tout ce qui est des sons, enfin plein d'outils techniques qui vont permettre de vous protéger. L'humain, très important aussi. Il faut qu'il y ait des gens derrière les consoles. Ça nous est arrivé encore une fois, je le répète, mais il y a beaucoup de fois où on arrive et en fait, il n'y avait personne derrière les consoles. Donc ça, c'est hyper important. Et une fois que vous avez fait tout votre système de protection, vous pouvez passer à la détection et à la préparation de la réponse. Donc préparation de la réponse, c'est tout ce dont on vous a parlé jusqu'à présent, la communication, comment réagir, ces postures de défense. Voilà, la posture de défense, c'est si je détecte, par exemple, je sais pas, un incident à la médiathèque, très bon exemple, à la médiathèque, est-ce que je suis en mesure de dire c'est grave ou pas? Comment je qualifie l'incident? Si la médiathèque, elle n'a aucun lien avec la mairie, elle est en circuit fermé, super, du coup je m'assure juste de couper la médiathèque ne fonctionne pas, mais tous mes services fonctionnent. Voilà. S'il y a des interactions, c'est peut-être plus compliqué. C'est la bonne qualification qui va vous permettre d'avoir une posture de défense adaptée. Je ne sais pas si ça répond. Moi, je voulais réagir par rapport à j'enlève la prise RJ45 ou pas. Je pense que c'est une bonne solution quand même. Il faut revenir un peu aux fondamentaux. Faites gaffe que le Wi-Fi soit pas activé simplement. Ouais. Ça pourrait être dommage. Juste attention, je pense il faut simplifier l'équation. Donc le PPDR et tout, c'est sans doute super. Il faut simplifier l'équation et reposez-vous la question encore une fois de ce qui est prioritaire chez vous et de quelles sont les personnes sur qui vous allez pouvoir compter. Et déjà, vous aurez fait un pas énorme en avant par rapport à votre capacité à résister à la crise. Il y a un truc qu'on a peut-être dit tout à l'heure, mais un peu vite. Le moment entre j'ai vu un truc qui se passe mal et je décide d'enlever la prise RJ45, il est clé. Ce temps-là, il est clé. C'est un peu l'histoire de cette personne toute seule un samedi soir qui décide d'arracher tous les câbles de la baie. Si elle ne l'avait pas faite, c'était critique, mais si elle l'avait faite plus tard, cette action, c'était très critique aussi. Donc en fait, votre rapidité à les mobiliser votre chaîne de commandement, ce qu'on appelle la phase d'alerte, est clé. Et là, j'illustre un cas d'usage typiquement de Shedline et du conseil départemental. C'est j'ai dimensionné des canaux de communication qui me permettent de notifier finalement les personnes clés dans mon environnement. Mon élu, mon DSI, mon prestataire informatique, mon correspondant clé par rapport à telle activité. Et ces personnes-là sont notifiées en live du passage en crise. Donc c'est pas en séquence je vais prévenir tout le monde, c'est je préviens tout le monde d'un coup. Et ils sont en crise avec moi. Et ça c'est extrêmement important, votre capacité à réagir vite. Et je voulais aussi rebondir, je ne sais plus qui a cité les documents de l'ANSSI. Effectivement, le site web de l'ANSSI est une mine d'or.
même la cyber pour les nuls, enfin voilà, ça pourrait s'appeler comme ça, sauf que c'est vraiment de qualité. Et vous, en fait, vous avez des documents qui sont à portée de tous et qui sont très pratico-pratiques, que vous pouvez peut-être même vous permettre de prendre pour vous et d'utiliser tel quel, ça fonctionnera. Mais on reste sur des choses basiques, simples, encore une fois, parce qu'on n'est pas la NASA. Et orienté sur les collectivités territoriales. Oui, voilà, c'est par vertical. Hein, aussi. Ouais. Ouais. Pas que, mais c'est par vertical aussi, c'est ça. Et du coup, j'en profite, l'ANSSI aussi rediffuse les fiches opérationnelles qui ont été créées à l'Intercert, qui vous permet d'avoir tout un suivi d'actions à réaliser lors d'une réponse à incident. Et c'est très pratico-pratique, encore une fois. Et je rejoins Olivier sur choisissez les personnes qui sont sensibilisées à la cyber, parce qu'elles vont être avec vous. Et ces personnes-là, elles vont être clés. Parce que du coup, cette personne qui a arraché les fils, elle était à 2 doigts de se faire virer par sa direction. Jusqu'à ce qu'on lui dise, il a un peu sauvé votre société, donc peut-être on temporise. Mais ce sont ces gens-là, finalement, qui, comme disait Olivier, dans un temps très court, ont fait le bon choix, très risqué, mais le bon choix au bon moment. Mais tout procéduré avec des fiches opérationnelles, les bonnes personnes et les bonnes communications, ça facilite le travail de tout le monde et tout est beaucoup plus clair. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas immédiate. Oui, Michel. J'en ai une dernière, c'est que finalement, on a notre environnement, mais on travaille de plus en plus avec des environnements externes. Tu sais, je prends le département, on a plein de solutions qui sont en SaaS, un grand temps pour la comptabilité, donc en fait, j'ai pas la main sur leur politique de cybersécurité. Si je vais plus loin, le compte bancaire du département, c'est la préfecture du département avec le payeur départemental, donc je n'ai absolument pas la main sur le compte bancaire. C'est un tiers qui est censé nous protéger. Comment je peux imposer des normes, et est-ce qu'il y a des labels ou des critères où je peux dire vous devez être à minima 7 sur 10 sur le critère cyber pour me garantir en fait d'être vraiment protégé, parce que finalement, pour être protégé, c'est pas que moi, c'est toutes ces solutions avec qui je travaille qui doivent me garantir qu'ils sont vraiment dans un système de protection, et aussi ces structures publiques comme la préfecture où je ne sais pas s'ils ont un chipmine, je ne sais pas s'ils ont un plan de sécurité. Et s'ils n'ont pas, comment je peux les obliger Est-ce qu'il y a des lois, est-ce qu'il y a des règles? C'est eux au bon vouloir et la confiance. Ouais. Alors moi je vais juste apporter un cas concret qu'on a vécu, nous, à la communauté de communes du Val-d'Essonne, mais aussi plein d'autres collectivités. C'est l'attaque au CIG, qui notamment hébergeait tout le système de paye. Donc typiquement, ça a pris du temps pour établir, ils ont réussi à rétablir, ils ont fait un rétexte, tout s'est bien passé. Par contre, nous, du coup, en tant que client, on va dire, du CIG, on a imposé maintenant d'avoir une sauvegarde externalisée de nos payes, directement envoyée sur nos systèmes. Et ça, c'était pas fait auparavant, et maintenant, du coup, ils se sont adaptés à la demande, et maintenant, c'est bien pris en compte. Après, de savoir s'il y a des règles, de l'ISO, des choses comme ça, obligatoires pour les collectivités, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il n'y a pas de label, par exemple, la CCBE a un délégataire pour sa piscine, il n'y a pas de label de savoir si le délégataire est de niveau 4 ou de niveau 2 en termes de sécurité, pour savoir le degré de risque par rapport à la piscine sur lequel vous n'êtes pas maître du système. Il y a des labels, il y a des certifications au niveau de l'hébergement, des choses comme ça, mais par contre, il n'y a pas de label qui identifie des processus, des bons cas d'usage, des process ou quoi. Ça, il n'y en a pas actuellement. C'est uniquement interne, mais c'est pas en lien avec le client. Ah, ouais, et puis enfin, ça, il y a effectivement des... Vos systèmes de management, comme on doit en avoir finalement dans votre organisation, peuvent être certifiés, mais ça ne préjuge pas de la capacité finalement de votre partenaire à être infaillible. C'est un petit peu ce que je disais en propos introductif tout à l'heure. On a effectivement des solutions métiers qui sont dans le SaaS. Donc, nos logiciels, en fait, c'est pas nous qui les opérons, elles sont pas sur nos machines, mais elles sont chez... Alors, on connaît tous Microsoft, on a tous Microsoft 365 dans nos mairies maintenant. C'est du SaaS, hein. Le jour où ils coupent. Et c'est déjà arrivé. Alors, c'était pas de leur faute, ils voulaient pas, mais il y a quelques temps, ils ont dû couper. Donc, c'est pas infaillible. Alors, contractuellement, vous pouvez les contraindre à un certain niveau de disponibilité, mais en fin de compte, au-delà de quoi, il y a des pénalités. C'est pas ça qui va finalement vous permettre d'avoir du maintien.
Moi, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que si, et l'exemple de Baptiste était très parlant, si l'application métier hébergée à l'externe est critique, vous devez avoir le plan B associé. Je prends l'exemple d'un de nos clients, alors pardon, je sors de la collectivité, son métier c'est de faire des médicaments et de les livrer. Bah, réglementairement, il doit les livrer en moins de 48 heures, à la ville, à l'hôpital. Son CRM, ses données clients, elles sont chez lui. Son ERP et puis ce qu'on appelle le WMS, le Warehouse Management System, l'état de ses stocks, c'est un peu chez son partenaire logistique, un peu dans le cloud chez un prestataire logiciel. Bah, il identifie que tout ça pouvait tomber, tout ou partie de tout ça pouvait tomber. Et il a identifié les plans B associés. Parce qu'en moins de 48 heures, il doit livrer quoi qu'il arrive. Et s'il y a un problème, que la HAS lui rapporte un problème de santé publique, il doit pouvoir bloquer les stocks avancés chez ses clients. Et pourtant, il a beaucoup de SaaS. Mais pour lui, ce n'est pas un levier de résilience infaillible. Donc après, par contre, je pense qu'il y a effectivement des labels liés alors, à la qualité des logiciels, aux hébergements. Alors, typiquement, nous, on a choisi un hébergement français HDS, parce qu'on héberge nos données de santé. Ça peut être une clé. Et puis après, il y a ce dont on parlait peut-être en introduction, c'est la notion de confiance numérique. Essayez peut-être d'acheter quelque chose qui est fait pas loin de chez vous, hébergé pas loin de chez vous, et dont vous avez à peu près la certitude que vos camarades sont déjà clients ou utilisent. Ça, on va dire que ça fait un cercle de réassurance et de confiance, et je pense que c'est plutôt ça vers quoi j'irai. Au ministère de l'Intérieur, on a pas mal d'applications en SaaS aussi. Hein. Vous doutez bien que quand on écrit un peu les contrats, on met la disponibilité, la perte maximale de données, on parle aussi de réversibilité en fin de contrat. Hein. Des fois, quand on se dit, tiens, c'est plus avec eux que je bosse, mais avec eux, bah, faut être sûr de pouvoir récupérer ces données. Mais je rejoins ce que disait Olivier. Hein. Finalement, nous, la confiance, elle est toujours nulle. Elle est toujours nulle. Et donc, on se pose toujours la question, s'il y a une crise, si par hasard ils arrêtent le service, si par hasard, je fais quoi ? Donc c'est forcément des choses moins prioritaires qui partent en SaaS, le reste on l'héberge. Et on se pose toujours la question de voilà, est-ce que je peux souffrir cette perte-là? Qu'est-ce que j'écris dans le contrat? Bon après voilà, c'est quand ça se passe, le contrat il ne sert pas à grand-chose souvent. Mais voilà, c'est des précautions à prendre et surtout aussi une réversibilité qui est toujours quelque chose de bon sens quand on lance un contrat. Pour dire est-ce que si tu changes de prestataire, et ça aussi c'est une bonne assurance, parce que ça permet finalement, si ça se tombe, de dire si je restaure le service, bah, je peux peut-être passer sur un autre qui n'est pas infecté, lui mettre mes données dedans pour les rajouter. Ouais. Enfin, attention, par contre, le prestataire qui ne serait pas en capacité de prendre des engagements de disponibilité, c'est sans doute quelqu'un qu'il ne faut pas suivre. Hein. Mais effectivement, en cas de crise, il faut les écrire. Le papier, ce que vous avez sur le papier, la signature associée, ça ne servira pas à grand-chose. Mais la question de Michel est très judicieuse comme d'habitude. Mais c'est sûr, on peut avoir tous les outils exemplaires en interne. Si on n'a pas de cloisonnement possible avec des prestataires extérieurs, ou des partenaires, bah, la faille elle est ailleurs, mais elle reste identifiée. Donc là encore, il faut avoir le réflexe de se dire notre dispositif de cyberprotection, il doit être aussi en mesure de connaître les flux de données que l'on a avec nos partenaires. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Si je peux me permettre de répondre à monsieur, vous avez peut-être capacité à leur demander les derniers résultats d'audit, que ce soit des audits cyber ou des audits organisationnels, leur diligenter un audit ou faire de votre propre chef un audit de la partie qui est concernée par vos données chez eux. Je suis peut-être un peu loin dans la démarche, mais... C'est la posture que prennent beaucoup de nos clients. Ils diligentent, alors pour les grosses entités, ils diligentent des audits externes pour aller vérifier effectivement la réalité de nos procédures ou la qualité de nos codes, de nos systèmes. Je me rejoins sur le fait, effectivement, on lance une consultation, dans le dossier de consultation, on met 50 pages sur la cybersécurité. Quand on a comme le département de DSI avec plusieurs dizaines, voire centaines de personnes, ils sont en mesure de le faire. Il n'y a pas de, en fait, ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de Nutri-Score quand je vais faire des courses. C'est très clair. Même si je ne suis pas un expert des nutriments, je sais que la label bio, pas bio, voilà, je ne pose pas de question. Sur la cybersécurité, ça n'existe pas. Et à défaut, du coup, pour les petites collectivités qui n'ont pas forcément la maîtrise de rédiger les 50 pages cyber sur un dossier de consultation pour l'exploitation d'une piscine, d'un parking ou autre chose. Alors, du coup, effectivement, il n'existe pas de référentiel spécifique. Et j'irai même plus loin, c'est que parfois même quand on s'appelle le CD quelque chose ou quoi, la plupart des réponses des éditeurs, prestataires ou quoi qui offrent des solutions comme ça,
c'est noir sur blanc, c'est écrit conditions générales d'utilisation. Et ça ira pas plus loin. Donc c'est une vraie contrainte, effectivement. On arrive dans la dernière ligne droite de cette matinée. S'il n'y a pas d'autres questions directes, immédiates, je vous propose qu'on puisse retrouver toujours autour d'un café et vous puissiez justement parler en direct avec les intervenants que je salue, que je remercie pour leur préparation et leur présentation synthétique. Et bien entendu, j'ouvre quand même à la conclusion. Si vous voulez avoir le dernier mot, n'hésitez pas. Soyez réaliste et pragmatique. Préparation, c'est la clé. Ayez peur. Et moi, pour la collectivité, j'ai envie de dire mutualiser et souveraineté numérique. Ayez confiance quand même. Bon courage et puis on se retrouve immédiatement. Merci beaucoup. Merci.